Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360, largement consacrée aux résultats au lendemain du premier tour de la primaire de la Belle Alliance Populaire. Voici les titres. Un duel à Montvalls pour enfin clarifier la ligne politique du PS. Au lendemain du premier tour de la primaire, le parti apparaît plus écartelé que jamais entre deux gauches irréconciliables. Analyse et réaction tout au long de cette édition. Cafouillage autour de la participation. La haute autorité n'est toujours pas en mesure de communiquer le nombre exact de votants. Le doute plane sur les chiffres, car si avec 1,6 million, le PS a réussi à sauver les meubles, on est bien loin de l'engouement suscité par la primaire de 2011. Le détail à suivre. Mais pour l'instant, la dynamique est du côté de Benoît Hamon, arrivé en tête hier après avoir engrangé le soutien d'Arnaud Montebourg. L'ancien ministre de l'Éducation pourra compter sur Martine Aubry qui a annoncé son ralliement. François de Rugy poursuit quant à lui les consultations. On en parle dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi en direct du Sénat Tamtra Nuit, le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, le score est sans appel. C'est Benoît Hamon qui arrive en tête de cette primaire avec 36,35% des voix. Il devance l'ancien Premier ministre Manuel Valls qui obtient 31,11% des suffrages. Arnaud Montebourg est loin derrière le duo de tête avec 17,52%. Au terme d'une soirée marquée par le doute sur les chiffres de la participation, grande inconnue du scrutin, elle s'élèverait à environ 1,6 million. Quentin Calmy. Flou, amateurisme, cafouillage, les critiques fusent au lendemain du scrutin de la primaire, en cause des chiffres incohérents publiés depuis hier soir. Un exemple, sur le site de la Haute Autorité de la primaire, à gauche, les résultats à minuit 45 et ceux publiés ce matin avec 300 000 votes comptabilisés en plus. Les scores des candidats sont inchangés. Il n'en fallait pas plus pour voir surgir des accusations de fraude. Je ne comprends pas pourquoi il y a un sujet qui monte sur cette participation. Il n'y a pas de participation gonflée. Jamais la haute autorité ne l'aurait accepté. Jamais le comité national d'organisation des primaires ne l'aurait proposé. Et jamais le prestataire de service ne l'aurait mis en place. Donc il n'y a pas de problème sur la participation. Voilà. Comment expliquer que le ratio reste le même mais que le nombre de votes augmente de 3? Parce qu'on est parti. On est parti des déclaratifs, des déclaratifs qui n'ont pas encore été validés. Et à partir du moment où ça va être validé, les ratios vont changer, mais ça sera marginal, ça sera au deuxième chiffre après la virgule. Autre reproche formulé à l'encontre de la haute autorité. Dimanche, dès 20h30, elle était en mesure de donner une simulation sur la participation finale. Entre 1,5 million et 2 millions de votants, sans doute plus proche de 2 millions. Là encore, aujourd'hui, rétropédalage au Parti socialiste. Moi, j'ai jamais donné ces chiffres-là. Et honnêtement, vous pourriez nous mettre en doute si on avait une participation qui était, si on allait plus haut que le maximum qu'on avait annoncé. Là, on est en dessous. Donc c'est bien la démonstration que tout est parfaitement transparent. Des responsables de l'organisation qui promettent de fournir les données précises du scrutin, bureau de vote par bureau de vote et département par département, espérant éteindre ainsi une polémique qu'ils n'avaient pas du tout anticipée. Et premier invité de ce multiplex, le sénateur socialiste Jérôme Durain, qui est au micro de Tamtra Nuit. Oui, je suis avec Jérôme Durain, un soutien d'Arnaud Montebourg. Alors, une fois la déception passée, pour vous, est-il naturel de soutenir Benoît Hamon pour ce second tour de la primaire ? Dans la candidature d'Arnaud Montebourg, il y avait des éléments de proposition qui tiennent à sa sensibilité propre, au combat qu'il a mené depuis très longtemps, 6ème République, Made in France, un combat mené contre la façon dont l'Europe fonctionne. Et puis, il y a évidemment un rejet de la politique telle qu'elle a été conduite pendant ce quinquennat, ou d'une ligne politique qui nous a semblé dérivée. Et en cela, il se rapproche évidemment de Benoît Hamon, avec qui il était le 24 août 2014 à Frangy-en-Bresse. Oui, mais il y a aussi des points sur lesquels il se différencie largement, notamment sur la proposition phare de Benoît Hamon sur le revenu universel. On s'est largement critiqué par Arnaud Montebourg qui avait parlé d'une proposition située dans le champ stratosphérique de l'irréalisme et dont le coût représente 300 milliards d'euros, soit le budget de l'État. C'était les grandes heures de la campagne du premier tour, donc chacun poussait ses avantages, poussait ses arguments. Je crois quand même, in fine, ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Et c'est sans doute ce rassemblement dans une ligne de gauche, la nécessité de redonner de l'espoir à la gauche, d'ailleurs une gauche qui est majoritaire
dans le scrutin d'hier, avec plus de 50% en faveur de cette ligne un peu exigeante. Alors les objections sur le revenu universel, eh bien, c'était hier, c'est ça? Oui, je pense que l'essentiel, c'est de redonner espoir à tous ces gens qui sont restés attachés au discours du Bourget et à ces promesses-là. Alors s'il n'y a aucun doute sur la très large avance de Benoît Hamon, il y a en revanche des interrogations sur la participation, des chiffres contradictoires qui ont été communiqués hier. Vous le déplorez, est-ce que ça vous inquiète peut-être sur ce scrutin? Non, moi je n'ai pas d'inquiétude, j'ai des regrets. Rien n'a été fait ni politiquement ni matériellement pour que ces primaires se déroulent dans de bonnes conditions. Le Parti socialiste a renaclé, hésité, fait tout ce qu'il fallait pour qu'on soit en difficulté. On les a organisés très tardivement. Moi j'étais premier fédéral de mon département en 2011. C'était déjà très compliqué quand on s'y était pris à l'avance. Alors là, dans ces conditions de précipitation... Encore moins de bureaux de vote qu'en 2011. Encore moins de bureaux de vote, complexité dans une situation difficile pour la gauche à trouver des gens pour tenir les bureaux de vote. Qu'il y ait ces petites difficultés, c'est finalement malheureusement naturel. Est-ce que ce n'est pas dommage quand même? C'est de l'amateurisme quand même dans un scrutin qui est très important et maintenant vraiment implanté dans les habitudes des Français avant la présidentielle? Bon, les résultats ne font pas de doute, il n'y a pas de soupçon de fraude. C'est vrai qu'on aurait pu rendre une copie un petit peu plus propre si on s'y était pris un peu mieux. Oui, pour vous, cela ne va pas peser sur le candidat qui va sortir de cette primaire de la gauche? Non, je ne pense pas, parce que la dynamique politique, elle est très nette. Les résultats du premier tour sont très nets, donc c'est ce qui compte, c'est l'aspect politique des choses. Le matériel, c'est dommage, mais ça suivra. Que faut-il espérer pendant cet entre-deux tours, Jérôme Durain? Une campagne claire sur des enjeux politiques qui sont clairs eux aussi, avec une confrontation entre deux lignes, celle qui a été conduite depuis 2012 et puis celle que le peuple de gauche a majoritairement exprimée, celle que portera Benoît Hamon en ce deuxième tour. Politique fiction, Jérôme Durain, si éventuellement c'était Manuel Valls qui l'emportait pour ce deuxième tour, est-ce que vous pourriez réellement lui apporter votre soutien après cette guerre fratricide de la primaire? Manuel Valls, il porte une ligne que je n'approuve pas, que je combats en interne, contre laquelle le candidat que je soutenais a débattu lors de la primaire. On est tous dans la primaire, il y a un engagement de loyauté vis-à-vis du candidat qui en sortira vainqueur. Et puis il y a d'autres candidats qui sont encore moins porteurs d'une ligne que j'apprécie en dehors de la primaire. Donc voilà, il y a une exigence de rassemblement et je la porterai comme les autres, évidemment. Merci beaucoup Jérôme Durain d'avoir répondu à nos questions. Voilà pour cet entretien enregistré un peu plus tôt sur notre antenne. L'affrontement s'annonce donc sans merci entre les deux finalistes. La confrontation télévisée est attendue mercredi. Hier soir, Manuel Valls donnait déjà le ton sur le thème « Moi ou le chaos ». Samia Dechir. Jusqu'à dimanche soir, la campagne était restée cordiale. Mais désormais, Manuel Valls n'a plus le choix. Arrivé en deuxième position derrière Benoît Hamon, il n'est pas en position de force. Alors il critique sévèrement son adversaire, quitte à creuser un peu plus le fossé entre les fameuses gauches dites irréconciliables. Une autre campagne commence parce qu'un choix clair s'offre aux Français. Quel est-il, ce choix clair? Est-ce que la gauche renonce à gouverner? Est-ce que la gauche, c'est plus d'impôts, plus de déficits? Une conception du travail qui n'est pas celle, je crois, celle que je défends, bien sûr, mais d'abord celle des Français, c'est-à-dire un travail qui rémunère. Projet irréalisable, candidat promis à la défaite, les attaques contre Benoît Hamon sont dures, mais le vainqueur du premier tour refuse de renchérir. Ce genre d'argument qui est utilisé, je les lui laisse. Moi je ne pense pas que... je n'ai pas dénigré qui que ce soit dans cette campagne. Fort du soutien d'Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, lui, doit rassembler pour gagner. Ce matin, avant la réunion à son QG parisien, pas question de changer de ligne. Cette semaine, nous allons très calmement répondre bien évidemment aux attaques, mais nous ne laisserons pas déporter. Nous restons sur le projet de société et sur deux lignes très claires de politique à gauche. Ces lignes politiques, ce sont celles qui divisent désormais le Parti socialiste en deux camps, de gauche que tout oppose et qui auront bien du mal à se rassembler, quel que soit le résultat dimanche prochain. Et on s'arrête un instant sur la personnalité de Benoît Hamon, outsider désormais en position de force. L'ancien frondeur a réussi à imposer ses idées au terme d'une longue campagne de fond. Son portrait signé Marie Brémaud. Il n'a pas tant changé que cela, si ce n'est que le petit Ben, en 20 ans, a pris de l'envergure. Empêcheur de tourner en rond, mais constant au sein du parti, il a gravi les échelons par la voie royale. Et comme souvent, son histoire politique à gauche commence à la tête du mouvement des jeunes socialistes.
En 1995, Benoît Hamon soutient sans faille son candidat, Lionel Jospin. Il a tenu à ce que de vrais jeunes, non pas quelques apparatchiks ou députés qui ont 31 ou 32 ans, soient auprès de lui, de vrais jeunes qui partagent les mêmes conditions d'existence que ceux à qui il s'est adressé ce soir. Le MJS comme tremplin. 2 ans plus tard, le fils d'ouvrier breton entre en campagne dans le Morbihan pour les législatives. Plus jeune candidat du PS, il frône à peine la trentaine. Il échoue pour cette fois à la députation, mais intègre dans la foulée l'équipe de Martine Aubry. Au ministère de l'Emploi, il affûte ses armes auprès de la dame des 35 heures. Et dès lors, rien n'arrêtera plus l'ambitieux. Député européen en 2004, il s'oppose 1 an plus tard à la Constitution européenne. Il s'affirme au sein du parti en 2008 au Congrès de Reims. Le fils spirituel d'Henri Emmanuelli veut incarner l'ancrage à gauche et le renouvellement générationnel. Je veux une gauche qui soit une gauche parfaitement décomplexée. Il finit bon 3e, derrière Martine Aubry et Ségolène Royal. Il devient le porte-parole du parti. Mais sa fonction ne l'empêche pas d'exprimer ses opinions. Ici en 2011, ses flèches sont déjà pour Manuel Valls, qui brise alors le dogme des 35 heures. On peut vouloir déverrouiller les 35 heures. À mon sens, c'est une erreur politique, mais les socialistes, eux, invitent les candidats aux primaires à reverrouiller les égos pour qu'on pense davantage aux solutions d'avenir qui concernent les Français qu'à vouloir penser à son propre avenir. Transformer le Parti socialiste, c'était la quête effrénée d'Arnaud Montebourg depuis plus de 10 ans. Benoît Hamon était souvent dans son sillage, mais hier, le petit Ben l'a coiffé au poteau et acquis la légitimité de reprendre le flambeau. Et on retrouve à présent Tam Tranui, toujours en direct de la salle des conférences. Vous êtes avec la sénatrice de Paris, Marie-Noëlle Lienemann, pour une nouvelle réaction aux résultats de ce premier tour. Oui, Marie-Noëlle Lienemann, d'abord votre réaction au soutien, enfin, pourrait-on dire, de Martine Aubry et de ses proches à Benoît Hamon. Écoutez, je m'en réjouis. Je pense en plus que c'est très important à l'étape où nous sommes. D'abord parce qu'on sait que Martine Aubry ne souhaitait pas que la ligne politique défendue par Manuel Valls puisse gagner au sein de la gauche et surtout pour le pays. Et puis je crois que pour Benoît Hamon, c'est aussi une reconnaissance d'une femme qui a une dimension de femme d'État et qui manifeste aussi un soutien à quelqu'un dont elle sait qu'il pourrait avoir les plus hautes responsabilités. Et quand on entend Manuel Valls se présenter comme le seul capable d'être une gauche de gouvernement, je crois que le soutien de Martine Aubry est un appui important pour Benoît Hamon. Oui, ça crédibilise Benoît Hamon, sa candidature. Ça renforce sa crédibilité. Benoît Hamon peut-il être un candidat de rassemblement ou bien, est-il celui de l'affrontement entre ces deux gauches irréconciliables, comme on en a beaucoup parlé lors de ce deuxième tour? Je crois que justement, si Benoît Hamon a fait un bon score, c'est qu'il incarne à la fois le rassemblement, le renouveau et la fidélité aux valeurs de la gauche. Pourquoi il peut rassembler Benoît Hamon? D'abord parce que sa ligne politique a toujours été celle-là. Benoît Hamon a toujours défendu, depuis son plus jeune âge, si je puis dire, une ligne politique de rassemblement des forces de gauche et des écologistes. À chaque étape, il a essayé de contribuer à cela. Nous avons participé à de nombreuses réunions avec nos amis communistes, avec des écologistes, pour notamment, quand on voulait peser pour faire infléchir le quinquennat de François Hollande, on soit unis pour le faire. Donc il peut réouvrir les portes que quelque part Manuel Valls, qui est le tenant des deux gauches irréconciliables, et le président de la République dans son action, avait trop souvent fermé avec nos partenaires et les électeurs de gauche. Et il les referme à aussi une autre partie du Parti socialiste, plus centre-gauche. À partir du moment où vous avez deux candidats, c'est pas parce que vous en avez un qui gagne qui ferme la porte aux autres. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous savez, dans ce qu'on appelle le centre-gauche, il y a justement un changement d'époque. Qu'est-ce qui se passe? Et je pense que nos camarades qui pour une part, ne sont pas très à gauche dans le PS, doivent prendre la mesure de cela. Partout dans le monde, il y a un reflux des thèses ultralibérales, libre-échange, généralisé, etc. Ça prend souvent des formes terribles de type populiste, mais en même temps, ça pourrait avoir un débouché positif. Et nous, la gauche française, avec nos alliés européens qu'il va falloir essayer de convaincre, et si je puis dire d'une certaine façon peut-être contraindre, nous pouvons porter une alternative nouvelle. Et nos camarades qui nous ressortent les vieilles idées et qui ont d'ailleurs fait des choix souvent justement décalés de ces évolutions, doivent prendre la mesure de tout cela. Est-ce qu'il va marcher sur les plates-bandes de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'il y a une possibilité d'accord, de prolongement avec Jean-Luc Mélenchon, avec Benoît Hamon? D'abord, il y a la volonté de dialogue.
Bon, ce qui est très important, parce qu'il faut se respecter. Les électeurs n'ont pas du tout envie d'avoir de leaders politiques de la gauche qui sont chacun en chien de fusil, chacun dans leur coin, à se regarder de façon un peu hostile ou trop concurrente. Je crois que c'est moins la personnalité de Jean-Luc, avec lequel il faut discuter, que l'effet politique que ça va avoir sur une partie de ses électeurs, tentés par Jean-Luc, parce que la gauche a déçu. Et quand on voit qu'au cœur de la gauche, il y a une possibilité d'avoir une élection par une primaire, donc avec l'onction d'une mobilisation citoyenne, je pense qu'un certain nombre d'électeurs de gauche vont être tentés par le soutien à Benoît Hamon, qu'ils jugeront plus porteur de victoire que simplement le soutien à Jean-Luc. Merci beaucoup Marie-Noëlle Lienemann d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tam pour cette nouvelle réaction. On continue notre édition spéciale et on s'arrête à présent sur les programmes des deux finalistes. Tous les opposent. L'un veut incarner la ligne réformiste, l'autre une gauche marquée par un retour aux fondamentaux. Des programmes économiques aux antipodes que nous détaille Flora Sauvage. Sur de nombreux sujets, ils s'opposent. Les deux finalistes de la primaire de la gauche se différencient sur les questions économiques et sociales. Si Manuel Valls veut garder la loi travail et créer un revenu décent pour les plus précaires, Benoît Hamon veut abroger la loi travail et créer un revenu universel auquel l'ex-premier ministre est farouchement opposé. Pour favoriser le pouvoir d'achat, Manuel Valls veut défiscaliser les heures supplémentaires, alors que Benoît Hamon souhaite réduire le temps de travail. Sur l'environnement, tous les opposent. Manuel Valls est favorable à Notre-Dame-des-Landes et il est contre la fiscalité écologique, alors que l'outsider Benoît Hamon est contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et il veut sortir du diesel d'ici à 2025. Enfin, sur l'éducation et la jeunesse, l'un veut revaloriser le statut des enseignants et créer un service civique obligatoire, alors que l'autre veut recruter 40 000 enseignants et créer un service public d'aide aux devoirs. Autre point qui les différencie, le cannabis. Benoît Hamon veut le dépénaliser, alors que l'ex-premier ministre n'y est pas favorable. Pour finir, sur la question des institutions, Manuel Valls veut réduire le nombre de parlementaires et supprimer la Cour de justice de la République. Benoît Hamon veut, lui, réformer le Sénat et reconnaître le vote blanc. Le fossé entre les deux finalistes de la primaire de la gauche est plus que jamais d'actualité à 5 jours du second tour. Saveria Rojek nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Saveria, avec vous, on va voir comment cette campagne a été perçue et vue depuis les réseaux sociaux, avec notamment un certain nombre d'enseignements. Absolument Delphine. Alors le premier enseignement de cette soirée, c'est le faible engouement qu'a suscité cette primaire sur les réseaux sociaux. À aucun moment d'ailleurs les hashtags primaire de la gauche, primaire citoyenne ne sont apparus en tête des trend topics, c'est-à-dire les hashtags les plus utilisés sur Twitter. Alors à titre de comparaison, en novembre dernier, le hashtag primaire de la droite, eh bien, il était en tête toute la soirée. Puis autre élément de comparaison, on a recensé hier soir 100 000 tweets qui mentionnaient Benoît Hamon, 72 000 qui mentionnaient Manuel Valls. Toujours à titre de comparaison, en novembre dernier, c'était 200 000 tweets pour François Fillon et 73 000 pour Alain Juppé. Alors, pour expliquer ce faible engouement, les dirigeants socialistes, eh bien, ils ont commencé, on le sait, par invoquer la météo, le froid, des propos qui ont été évoqués très vite par les internautes. Christophe Borgel, l'organisateur de ces primaires, à qui on décerne le prix de l'humour politique, je pense que vous le voyez en ce moment à l'écran, en raison de ses déclarations sur le froid polaire pour justifier donc cette médiocre participation. Et puis autre tendance hier soir, le grand absent de ces primaires, François Hollande, le chef d'État, qui était au Chili et qui n'a donc pas voté. Une absence qui a beaucoup fait gloser sur les réseaux. Je vous propose d'ailleurs ce dessin de Plantu à la une du Monde. Valls et Hamon à Paris, Hollande au Chili et tout le monde joue du pipeau. Oui, alors plus sérieusement, Saveria, s'il y a un sujet aussi qui fait parler aujourd'hui notamment, c'est bien cette polémique sur la participation. Absolument, beaucoup de tweets à ce propos et bien sûr beaucoup d'attaques de la droite. Regardez ce tweet de Valérie Boyer, plus les heures passent, plus le taux de participation baisse. Visiblement, la gauche a toujours un souci avec les chiffres. Jusqu'à Florian Philippot pour le Front National, tout en subtilité comme à son habitude. La seule chose qu'on va retenir de cette primaire, l'enfumage hier soir sur la participation. Alors polémique, close ou pas, Thomas Clé, on l'a entendu parler de chiffres cohérents depuis le début, une controverse inexplicable selon le président de la Haute Autorité. La Haute Autorité qui a quand même jugé bon de poster un tweet officiel pour désamorcer la polémique, inutile d'alimenter
des polémiques artificielles. Les chiffres sont clairs et accessible, Delphine. Merci Saveria. Et à noter que François de Rugy réclame aux organisateurs des explications sur cette question de la participation. Dans le reste de l'actualité, François Fillon est à Berlin pour rencontrer la chancelière allemande. Il a rapidement commenté le résultat de la primaire de gauche. Pour lui, pas de doute, il y aura bien 3 candidats à gauche. Écoutez. Écoutez, moi j'affronterai les adversaires qu'on me donnera. Voilà. Et donc, j'ai pas de jugement à porter sur le choix des électeurs de gauche. Ce que je constate simplement, c'est qu'il va y avoir 3 candidats de gauche. Il va y avoir M. Mélenchon pour l'extrême gauche, M. Macron qui au fond va porter la politique de François Hollande, puisque c'est le seul qui ne la rejette pas, et puis sans doute les frondeurs du Parti socialiste. On continue les réactions aux résultats de cette primaire de la gauche avec Roger Karoutchi, sénateur LR des Hauts-de-Seine, qui est à votre micro, Tam Tranui. Oui, Roger Karoutchi, on vient d'entendre François Fillon à l'instant. Est-ce que pour vous aussi, il va y avoir 3 candidats à gauche, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et sans doute Benoît Hamon, si la logique arithmétique l'emporte? Quand vous dites la logique arithmétique, déjà, j'apprécierais, nous apprécierions tous, au nom de la démocratie, qu'il n'y ait pas de doute sur les résultats de la primaire à gauche, parce que ils sont passés de 2 millions à 1,5 million, avec des chiffres variants sur le nombre de bureaux de vote, le nombre de votants et tout. Tout ça m'a l'air quand même un petit peu très habituel au Parti socialiste dans les arrangements. Bon. Vous les mettez en doute, ces chiffres, ces résultats, cette participation? C'est au PS de voir ce qu'il proclamera officiellement à la fin de la fin, et à chacun des candidats de dire s'il admet les chiffres qui sont proclamés pour lui-même. Pour le reste, ça signifie quoi surtout cette primaire, au-delà de la mauvaise organisation? Une claque pour Valls, parce que incontestablement l'ancien Premier ministre n'arrive que second. La prime à tous les contestataires, si vous faites le total à Montebourg, vous êtes presque à 55%. Ça veut dire que même au sein du PS, ou des électeurs PS, on rejette le bilan de Hollande. On le critique, on dit on n'en veut pas. Le résultat des courses, c'est que vous avez un candidat de la gauche, irréaliste, peu pragmatique, pas gestionnaire, qui est choisi, qui va être choisi. Vous aurez donc effectivement Mélenchon, qui lui continuera sur l'axe socialiste de gauche communiste. Vous aurez Macron, socialiste libéral, qui essaiera de prendre des voix un peu au centre, mais enfin, avec beaucoup de socialistes déçus ou valsistes qui finiront par le rejoindre. Et puis, vous aurez le candidat dit officiel du PS. C'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien qui incarne quoi et qui représente quoi. On a à peu près compris que Mélenchon, c'était la révolution. C'est du pain béni pour la droite, cette division de la gauche? Oh, du pain béni, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut être extrêmement prudent et on n'est jamais à l'abri, surtout en ce moment, de retournement d'opinion. Par conséquent, il faut rester extrêmement prudent. Il faut une campagne de Fillon très dynamique, très explicite, très pédagogique, pour lever les ambiguïtés et pour faire en sorte que chacun puisse se reconnaître dans une voie assez claire. Mais c'est vrai que, si vous voulez, une primaire contestée, contestable, des candidats favoris éliminés, Hollande qui n'a même pas voté à la primaire, qui va faire quoi? Ses proches vont soutenir Macron, vont pas vouloir Hamon, Mélenchon en embuscade. Ça crée un climat à gauche qui ressemble un peu à un règlement de compte à hockey choral. Benoît Hamon, qui serait vraisemblablement le gagnant de cette primaire, serait-il pour vous un adversaire tout de même dangereux pour François Fillon? Non. Non, non pas parce qu'il n'est pas humainement respectable, c'est pas le sujet, mais c'est parce que son programme dépense à tout va, crée un revenu universel non financé, c'est des dizaines de milliards de dépenses supplémentaires, on ne sait pas trop bien d'où vient l'argent, qui paiera, comment. On sent bien que c'est en réalité une bataille dans cette primaire de gauche pour la prochaine direction du Parti socialiste. Une fois la défaite annoncée et actée... C'est le prochain premier secrétaire du PS. Probablement. Il est probable que Benoît Hamon va faire campagne en se disant, de toute façon, je ne serai pas au deuxième tour de la présidentielle, mais au moins, je vais essayer d'assurer le fait d'être premier secrétaire du PS par la suite. Voilà. Alors, après tout, il faudra bien que le PS se reconstruise. Autour de quelle ligne on espérait, on souhaitait, comme dans tous les grands pays d'Europe, avoir une ligne social-démocrate un peu moderne. On revient représenté par Emmanuel Macron? Non, ça aurait pu être Valls, ça aurait pu être d'autres candidats un peu plus pragmatiques.
Mais c'est sûr que Benoît Hamon, c'est la gauche revendicative, c'est la gauche un peu, pardon, idéaliste au sens revendication de gauche d'il y a 30, 40 ans, mais où l'actualité du monde économique ne correspond plus à ça du tout. Alors, il a raison, on gagne la primaire toujours dans son camp. La primaire, c'est gagner à droite, la primaire, c'est gagner à gauche. Mais il a appris les leçons de la primaire de la droite. Tout à fait, mais c'est qu'ensuite, il faut convaincre les électeurs pour lui, et là, il est dans un segment électoral qui est, à mon avis, restreint et qui va ouvrir des voies d'aspiration pour Macron, qui va croire que c'est arrivé, sauf que Macron, c'est le flou, les autres sont trop durs, lui, c'est trop flou. Franchement, la gauche a encore beaucoup de travail. C'est le flou, mais c'est un flou qui monte, qui est de plus en plus populaire, donc il faut aussi se méfier pour la droite. Comme toujours, quand c'est flou, au début, ça aspire des voix et des ambitions de tous les côtés, à droite, au centre, à gauche. Donc ça monte, ça monte. Sauf qu'à un moment, quand vous êtes dans la campagne vraie, passe dans la pré-campagne, où on commence à vous dire, monsieur, expliquez-nous exactement votre projet, vos propositions, comment vous les financez, qui va payer, etc. Vous ne pouvez pas rester dans le flou. Et on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, et c'est ce qui arrivera à Macron. Quand on voit la popularité d'Emmanuel Macron, quand on voit que ça sera sans doute Benoît Hamon qui va l'emporter, est-ce que ça ne montre pas un besoin de renouvellement de la vie politique? Est-ce que François Fillon, ancien Premier ministre, répond à ce besoin de renouvellement? Vous savez, Macron était ministre de l'économie, il était à l'Élysée, Benoît Hamon était lui aussi ministre, même s'il l'a oublié. C'est pas la même génération tout de même. Oui, mais je ne crois pas que ce soit un problème d'âge. Je pense que c'est un problème de confiance. À gauche, les socialistes, pour des raisons diverses, ne font plus confiance à Hollande, ne font plus confiance à Valls, ils sont allés vers quelqu'un d'autre. Macron, il a essayé en démissionnant de se refaire une virginité politique. On verra bien si ça marche. Moi, je crois que non. Mais bon, on verra bien. Fillon, il inspire la confiance à droite. Il faut avoir son camp avec soi. François Fillon rassemblera l'ensemble de la droite et du centre, et c'est ce qui nous fera gagner les élections présidentielles. Ne nous mêlons pas trop des affaires des autres. On va regarder ce qu'ils proposent, leur division, peut-être leurs propositions. On va démontrer que leurs propositions soit ne sont pas réalistes, soit ne sont pas financées. Et puis, faisons confiance aux Français. Ils veulent tourner la page. Merci beaucoup, Roger Carucci, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Tam, pour cette nouvelle réaction en direct. Avant de continuer l'analyse et les décryptages des enseignements que l'on peut déjà tirer des résultats de ce premier tour, retour à présent sur les temps forts de la soirée électorale avec Maïté Frémont. Je suis très heureux, une semaine supplémentaire, de poursuivre le débat avec lui, son projet de société contre mon projet de société. Opposition de fond et de style pour les deux candidats qualifiés au premier tour de la primaire de la gauche. Arrivé en tête, Benoît Hamon ne s'attarde pas longtemps sur son adversaire de dimanche prochain et préfère voir dans le choix des électeurs un message clair d'espoir et de renouveau. J'y vois les premières briques à partir desquelles nous allons reconstruire davantage de la gauche, davantage que la gauche, mais la rassembler pour ensuite être en capacité de reconstruire aussi de l'espérance, la partager avec les Français. En ballottage défavorable, Manuel Valls est lui à l'offensive. Pour l'ancien Premier ministre, c'est une nouvelle campagne qui commence. Un choix très clair se présente désormais à nous et à vous, mes chers compatriotes. Le choix entre la défaite assurée et la victoire possible. Le choix entre des promesses irréalisables et infinançables et une gauche crédible qui assume les responsabilités du pays. En troisième position, Arnaud Montebourg reconnaît sa défaite et appelle à voter Benoît Hamon. Je serai toujours du côté de ces inventeurs des temps futurs, quoi qu'il advienne et quelles que soient les circonstances. Également éliminé dès le premier tour de cette primaire, Vincent Peillon, lui, ne donne aucune consigne de vote. L'ancien ministre de l'Éducation appelle simplement à une mobilisation plus importante des électeurs dimanche prochain. Même discours de François de Rugy qui ne donne aucune consigne à ce stade. Quant à la présidente du Parti radical de gauche, Sylvia Pinel, elle soutiendra Manuel Valls. Jean-Luc Benamias, lui, se prononcera mercredi, jour du débat de cet entre-deux tours. Et on ouvre le
le premier débat avec mes invités sur ce plateau. Jean Garrigue, bonjour, historien, spécialiste d'histoire politique. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Frédéric Dabi, bonjour, politologue. Vous êtes directeur général adjoint de l'IFOP. Merci d'être avec nous. Philippe Moreau-Chevrolet est également sur ce plateau. Bonjour, communicant. Vous êtes le président et fondateur de MCBG Conseil. Merci d'être là. On va voir avec vous les enseignements. Peut-être première question pour vous, Frédéric Dabi. On le voit, eh bien, c'est un PS coupé en deux, fracturé. Cette fracture est consommée maintenant depuis longtemps. Et pourtant, le duel à venir de dimanche ne se permettra certainement pas de sortir de cette crise. Oui, sans doute. On a tous en souvenir le 16 octobre 2011, les poignées de main et les bises sur le perron de la rue de Solferino, du siège du Parti socialiste, entre les 6 candidats de la primaire. Ça ne sera certainement pas le cas, puisque d'une part, c'est un frondeur qui arrive en tête. D'autre part, la gauche de gouvernement n'arrive pas en tête de cette enquête, même de cette élection, même s'il arrive à se qualifier pour le second tour. Et là, c'est vrai qu'on a beaucoup caricaturé la phrase de Manuel Valls sur les deux gauches irréconciliables. Il ne parlait pas de Benoît Hamon, il ne parlait pas des frondeurs, il parlait plutôt de la gauche de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est vrai que lorsqu'on a en tête les débats, cette courte campagne du premier tour, on est sur deux candidats antagonistes, antithétiques du point de vue de l'offre politique, du point de vue de l'offre programmatique, du point de vue de la personnalité. Et c'est vrai que ce qui s'est passé hier, c'est la mort du PS, pas la mort du PS, la mort du PS d'Épinay. La mort du PS comme parti de gouvernement, et donc le Parti socialiste. Mais là, ce n'est pas une surprise, parce que c'est une continuité avec tout ce qu'on a vu pendant toute la législature à l'Assemblée. Pendant toutes les élections intermédiaires, le PS, c'est une fin de cycle de 5 années horribilis. Philippe Moreau-Chevrolet, quelle lecture faites-vous des résultats de ce premier tour? Est-ce que vous voyez là bien une sanction aussi du quinquennat de François Hollande? Oui, clairement, on est dans une double logique. La première logique, c'est de sortir les sortants, donc on va sortir les gouvernants. La deuxième logique, c'est de revenir à une forme de polarisation de la vie politique entre une vraie droite incarnée par François Fillon et une vraie gauche incarnée par Benoît Hamon. Et au fait, ils ont envie, les électeurs, de clarté. C'est vraiment le grand enseignement de la soirée de ce vote pour moi. Ouais. Alors qu'on accueille Martial Foucault, directeur du CEVIPOF, qui nous rejoint sur ce plateau. On continue le débat, l'analyse. Peut-être Jean Garrigue, cette question aussi. Comment expliquez-vous que cette gauche qui a été le brocardé par Manuel Valls lui-même, qui parle d'une gauche passéiste, a le vent en poupe aujourd'hui en France? Est-ce qu'on est sur un modèle à la Jérémy Corbyn, le parti travailliste anglais? Est-ce qu'on peut dire ça? Écoutez, il y a plusieurs explications, j'allais dire des explications multiscalaires, parce que comme vous le disiez, il y a évidemment le rejet de ce qui s'est passé du quinquennat, parce que la gifle est non seulement pour Manuel Valls, mais aussi pour François Hollande et pour l'ensemble du gouvernement, qui a quand même soutenu Manuel Valls dans ce premier tour de la primaire, même si certains l'ont soutenu du bout des lèvres. Mais il y a aussi évidemment, alors là, quelque chose de plus historique, j'allais dire, qui est le retour sur la culture identitaire du Parti socialiste, social-démocratie égalitaire, fraternelle, on peut l'appeler comme on veut, et qui ne veut pas de cette évolution proposée par Manuel Valls vers un socialisme réformiste et pragmatique. C'est pas nouveau. Cet antagonisme-là, il existe non seulement depuis le congrès d'Épinay, mais il existe depuis les débuts de la SFIO en 1905. Mais simplement là, en général, les socialistes, ils ont résolu cette équation, cette diversité, parce qu'il y a même plusieurs gauches, il n'y en a pas que deux. Ouais. François Mitterrand avait toujours réussi à contenir justement ces deux courants en s'appuyant sur une personnalité fédératrice et rassembleuse ou synthétique. Et je dirais que moi, ce qui se passe là, c'est simplement la conséquence de la défaillance de François Hollande. Au fond, François Hollande n'a pas su faire l'unité, et ce qui devait arriver arriva, la clarification au fond qui s'impose. Eh bien, il y a deux lignes au sein de cette primaire, et il y a même plusieurs lignes de gauche qui s'affrontent. Oui, Martial Foucault, cette clarification qui s'impose, elle n'aura pas lieu dimanche prochain. C'est pas une primaire qui va permettre de clarifier cette ligne politique très écartelée, on le disait. Oui, c'est fort compliqué. Non seulement il reste que 6 jours, et par ailleurs, je suis d'accord, c'est-à-dire que les divisions, ou même d'une certaine manière le certain flou qui avait envahi le Parti socialiste au moins depuis 2004, aujourd'hui montre ses limites dans une nouvelle séquence présidentielle. Les primaires ont quand même amplifié, accentué la difficulté d'un parti de laisser apparaître une ligne directrice. Mais
je dirais que par rapport au rôle que François Hollande, c'est peut-être pas tant en tant que président qu'il a failli, c'est en tant que premier secrétaire du PS pendant 10 ans. Et finalement, le Parti socialiste a toujours réussi à incarner une synthèse. Or là, on est très très loin d'une quelconque synthèse. C'est plutôt un profond syncrétisme qui s'est installé. Donc dimanche prochain, il est impossible d'envisager non seulement une synthèse entre les deux candidats, et c'est parce qu'on attend d'une primaire. Il faut quand même que c'est la difficulté au sein d'une même famille politique, trouver des singularités, des différences. Mais après ce deuxième tour, on verra que le candidat élu dimanche prochain pourra ou ne pourra-t-il pas dialoguer avec Jean-Luc Mélenchon, peut-être avec Emmanuel Macron, et de ce dialogue dépendra finalement la survie du Parti socialiste. Alors on va y venir, mais je voudrais revenir avec vous, Frédéric Dabi, aussi sur cette question. Comment vous expliquez que la gauche incarnée par Benoît Hamon fasse toujours rêver ceux qui peut-être croient encore à la gauche aujourd'hui? Alors, elle fait rêver les électeurs qui se sont déplacés et qui ont voté pour lui. N'oublions pas que même si... Alors, nous ne sommes pas là pour dire c'est un bon taux de participation ou pas, mais on a un score, alors, il paraît que nous sommes sur 1,6 million, 1,7 million, il y a des polémiques là-dessus, mais qui n'est pas infamant, qui peut être vu comme en demi-teinte si on se réfère à 2011, pardon, et les 2 600 000 votants, c'est en gros 1 million de moins. C'est vrai que les tenants d'une gauche de gouvernement, de la ligne réaliste, réformiste de Manuel Valls, alors, ne sont pas allés voter massivement, ont peut-être déjà choisi leur candidat, en l'occurrence Emmanuel Macron, parce que là, cette primaire va avoir des conséquences majeures sur la tectonique des plaques présidentielles de gauche, où une victoire de Benoît Hamon, c'est l'exacerbation, l'amplification de la dynamique en faveur d'Emmanuel Macron, qui va sans doute voir des bataillons, je ne parle pas de l'appareil, mais des électeurs Hollande 2012, affluer vers lui. C'est vrai que Manuel Valls aussi a été relativement peu soutenu par François Hollande, par des personnalités qui auraient pu essayer de mettre en avant son bilan. Mais pour un peu rebondir ce qui vient d'être dit, ce problème de la synthèse, la synthèse s'est fracassée sur l'exercice du pouvoir. Et la gauche a toujours eu des difficultés là-dessus. François Mitterrand a pu faire passer le tournant de la rigueur de 83 avec des mesures symboliques de gauche très fortes qui ont fortement manqué pendant ce quinquennat. Ouais. Ça veut dire quoi, Jean Garrigue? La gauche de gouvernement, c'est impossible, on reste dans une gauche condamnée à l'opposition? Non, je pense qu'on ne peut même pas acter la mort du Parti socialiste comme certains l'ont fait. Il y a aussi des résistances, il y a aussi l'inertie des élus, des collèges territoriaux, etc. Tout ça est très difficile. On ne peut pas savoir ce qui va advenir de tout ça. Ce qui est sûr, comme le disait Frédéric, c'est qu'il va y avoir en tout cas une séparation, il va y avoir des forces centrifuges et centripètes qui vont s'exercer et un certain nombre d'électeurs qui vont bien sûr aller chez Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est le véritable vainqueur des élections d'hier. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est que c'était assez frappant de voir comment en miroir, on avait eu au fond dans ces deux primaires quelque chose d'assez identique. C'est-à-dire un retour sur, un repli sur l'identité d'un côté de ce qui fait la droite et de l'autre côté de ce qui fait la gauche. Ça, c'est très intéressant parce qu'on est dans une période évidemment où on sait bien qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre les électeurs, les partis politiques, etc. Et on voit bien ce besoin-là de se ressourcer sur ce qui, d'un côté comme de l'autre, pour des raisons très différentes, avec des sociologies très différentes, eh bien, fédère et permet de réenchanter d'une certaine manière la politique. Ouais. Martial Foucault, vous êtes d'accord avec cette analyse sur cette question du recentrage qui a pu être opéré au sein de la droite, mais aussi hier avec la victoire au premier tour de Benoît Hamon? Est-ce que ça justifie aussi la continuité, le maintien des autres candidatures, selon vous? Oui, nécessairement, parce qu'on ne peut pas reprocher à finalement l'organisation des primaires d'avoir une expression démocratique et d'avoir une expression assez diverse sur l'ensemble à la fois, on parlait comme ça de division ou des tendances au sein de partis, mais c'est vrai que la difficulté principale auquel s'exposera le vainqueur de cette primaire à gauche, c'est la porosité ou non d'un électorat avec Emmanuel Macron. Et effectivement, si Manuel Valls est défait dimanche prochain, on peut penser qu'il sera le réceptacle d'une partie de l'électorat de Manuel Valls. Pas seulement. Au fond, l'interrogation, et là-dessus, je crois que c'est très compliqué de répondre de façon ferme, c'est selon le score que réalisera Benoît Hamon, est-ce qu'il est en mesure, même si la participation est plus faible
qu'en 2011, certes, est plus faible que la primaire de droite. Mais est-ce qu'il n'est pas en mesure d'enclencher une petite dynamique et si elle se met en place, alors on verra que le dialogue avec Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon sera plus compliqué, parce qu'au fond, il considérera qu'il a un espace. Et cet espace est non seulement important pour un destin présidentiel, mais aussi, encore une fois, pour sa formation politique et le Parti socialiste. N'oublions pas qu'il y a les élections législatives 6 semaines après. Et donc, si le candidat réalise un bon score, il sera en mesure d'indiquer que 577 circonscriptions peuvent être, non pas gagnables, mais en tout cas, il y aura un candidat Parti socialiste, sans aucune alliance avec une autre formation. Philippe Moreau-Chevrolet, sur cet aspect dynamique, Hamon, elle peut se mettre en place malgré, on en parlait, la mobilisation en demi-teinte hier. Alors, ce qui peut se passer pour Emmanuel Macron, c'est qu'il va y avoir une gauche qui est donc forte, une droite qui est forte. Et ça, c'est quand même relativement nouveau. On a une repolarisation de la vie politique. On avait eu 2 présidents successifs qui se sont échinés à détruire l'un, ce qui était la droite, en prenant un ministre de gauche et en faisant de la triangulation. Et François Hollande a détruit un petit peu la gauche en incluant des méthodes et des politiques de droite. Et au milieu de tout ça, Emmanuel Macron va devoir exister. C'est-à-dire qu'il va y avoir 2 forces de proposition avec des vraies propositions vraiment clivantes. Et au milieu, Emmanuel Macron, qui jusqu'à présent est une figure gentille dans la vie politique française. C'est assez nouveau aussi, empathique. C'est pas quelqu'un d'agressif du tout. C'est quelqu'un qui, quand il commet une erreur, s'excuse. C'est quelqu'un qui sourit, qui essaie de comprendre les gens, qui essaie de les attirer à lui d'une façon non agressive. C'est pas du tout du Sarkozy, c'est pas du Napoléon, c'est pas de la conquête virile, c'est autre chose. Est-ce que ça peut résister dans la moulinette d'une présidentielle? Est-ce qu'il peut faire du centre au fond? Est-ce qu'il peut accomplir le rêve de François Bayrou, qui était d'avoir un centre élu, qui a failli marcher en 2007? C'est une bonne question. Frédéric Dabi. Oui, c'est vrai qu'il y a une place centrale pour Emmanuel Macron. On n'avait jamais vu un candidat inconnu il y a encore 3 ans obtenir de tels scores d'attention de vote. Et lorsque l'IFOP a fait une enquête avec Fiducial et Paris Match il y a une dizaine de jours, lorsque nous avons testé les 4 prétendants de la primaire, lorsqu'il s'agissait de Manuel Valls, l'électorat Hollande 2012, la dernière présidentielle, le réservoir de la gauche, restait quand même relativement sur Manuel Valls. Lorsque nous testions Benoît Hamon, alors il n'y aura pas sans doute cet effet désignation qu'on a vu pour François Hollande en 2011, pour François Fillon, même si le soufflet à chaque fois est retombé. Lorsque nous testions Benoît Hamon, 40% de l'électorat François Hollande 2012 votait directement, choisissait directement Emmanuel Macron. Entre ces réservoirs d'une gauche réaliste, réformiste, entre le socle Bayrou, qui n'est absolument pas négligeable, entre 5 et 8% d'attention de vote, voilà une force centrale. Voilà le duel attendu Fillon-Le Pen. Oui, Fillon-Le Pen complètement chamboulé. Et puis, on est sur une incertitude qu'on n'a pas vue à une élection présidentielle depuis extrêmement longtemps. Ouais, Jean Garrigue, si on s'arrête un instant sur Manuel Valls, on voit que les résultats ne plaident pas en sa faveur. Est-ce qu'il a déjà perdu cette campagne des primaires, cette élection? On a entendu hier un ton très à l'offensive. C'est le choix entre la défaite assurée ou alors la gauche responsable contre les promesses irréalisables. Bon. D'abord, il ne peut pas dire autrement que qu'aller au combat pour le deuxième tour. C'est son tempérament et c'est sa seule stratégie possible, qui est celle en plus de la présidentialité face à un Benoît Hamon dont on peut estimer qu'il n'aurait pas la stature présidentielle. Maintenant, moi je ne suis pas prophète, je suis un modeste historien, mais simplement il y a effectivement un certain nombre de paramètres qui peuvent nous faire penser qu'à moins d'une mobilisation exceptionnelle au second tour, en fonction des reports de vote, qui a priori, de la part des électeurs de Montebourg, devraient être quand même pour la plupart favorables à Benoît Hamon, la partie semble jouer contre Manuel Valls. Alors, il y a un petit hiatus quand même sur ce report d'Arnaud Montebourg. On comprend là le front, j'allais dire, anti-gauche pragmatique qui s'est constitué avec Hamon et Montebourg, mais la question du revenu universel d'existence, c'est-à-dire le thème central de la primaire, qui était cette question de la valeur travail, de l'acceptation du chômage de masse, etc., eh bien, distingue Hamon et Montebourg. Ils n'étaient pas d'accord sur ce
ce point. Et Montebourg était beaucoup plus proche sur ces questions, cette question cruciale de Manuel Valls. Il y a donc une certaine ambiguïté sur ce ralliement. Est-ce que cette ambiguïté-là va jouer un rôle dans le comportement des électeurs de gauche au deuxième tour? Je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, ça fait partie des inconnus avec la confrontation des deux candidats dans le deuxième débat. Ça fait partie des inconnus du deuxième tour. Alors justement, vous évoquiez Arnaud Montebourg, je vous propose de l'écouter. Il a très vite annoncé son ralliement à Benoît Hamon en actant sa défaite. Benoît Hamon, nous avons combattu ensemble dans le gouvernement les politiques sociales libérales, aujourd'hui désavouées par les électeurs de la primaire. Nous avons quitté le gouvernement ensemble et nous avons veillé ensemble, malgré des désaccords, à ce que nos prises de position restent complémentaires et compatibles. L'impératif qui pèse désormais sur nos épaules collectives et qui sonne comme un appel de l'histoire est le rassemblement des gauches. Sans rassemblement, il n'y aura pas de solution permettant d'éviter le choix impossible entre le candidat libéral brutal qu'est François Fillon et la famille Le Pen. C'est pourquoi ce soir, j'adresse un message à chacun de ceux qui m'ont fait confiance. Dimanche prochain, je voterai Benoît Hamon et vous invite à faire de même. Il s'agit d'un impératif de rassemblement pour l'avenir de la gauche et de la France. Martial Foucault, c'est un très mauvais score pour Arnaud Montebourg, loin derrière le duo de tête, 17,52%. Comment expliquez-vous cette campagne qui n'a pas porté ses fruits finalement ? C'est l'un des candidats qui est parti le plus tôt en campagne. Je pense qu'il y a eu l'incertitude des candidats présents à cette primaire. Donc Arnaud Montebourg a dès le départ essayé d'incarner finalement il était le héros des frondeurs. On aurait pu penser d'ailleurs que Arnaud Montebourg et Benoît Hamon allaient au fil des semaines essayer de trouver les termes d'un ticket gagnant. Les différences entre les deux candidats sont quand même malgré tout assez minces. Oui, Jean Garrigue a raison de souligner qu'il y avait une différence sur le revenu minimum universel, mais les différences sont assez faibles. Le fait que Arnaud Montebourg ait comme consigne de vote immédiatement après le premier tour auprès de Benoît Hamon, c'est d'une certaine manière une façon de rendre l'ascenseur à cette séquence de la fin de l'été 2014, lorsque les déclarations d'Arnaud Montebourg avaient emporté Benoît Hamon. Donc je dirais ça, c'est sur l'aspect purement politique, sur l'aspect programmatique et vision d'une gauche de gouvernement. Les différences sont très très faibles. Et d'ailleurs, on voit en termes sociologiques que l'électorat de Benoît Hamon et de Arnaud Montebourg se distingue très très peu. On est sur des mêmes catégories socioprofessionnelles, plutôt des personnes actives, moins de retraités. Manuel Valls a davantage de retraités parmi son électorat. Donc, l'arithmétique, il faut toujours être prudent. On ne peut pas sommer les résultats du premier tour, mais malgré tout, ça donne pour ces deux candidats une vraie dynamique du second tour. Ouais, Philippe Moreau-Chevrolet, si on devait refaire un commentaire sur Arnaud Montebourg, il est parti très tôt en campagne. Il n'a pas réussi à imposer ses thèmes, contrairement à Benoît Hamon, on vient de le dire, sur le revenu. Il n'avait pas de thème en fait, suffisamment fédérateur, donc c'était un problème. Il avait la démondialisation en 2011 qui avait très très bien marché, qui était une très bonne idée et qui était inspirée d'ailleurs par l'équipe de campagne qui a été l'équipe de campagne de Hollande, qui étaient des gens assez brillants, qui ont quand même réussi à créer le personnage Montebourg à l'époque. Et puis cette année, on lui a demandé de ne pas faire du Montebourg. On lui a dit surtout, tu arrêtes ce côté flamboyant et sympathique, tu deviens présidentiable. Alors on l'a complètement stérilisé. Et sur les plateaux, en fait, il faisait tapisserie, donc il ressemblait à rien du tout. Et on a perdu Arnaud Montebourg quelque part dans les débats télé. On sait que les débats télé ont été vraiment déterminants et on l'a perdu, Arnaud Montebourg. C'est une très mauvaise campagne. Ce qui a été dit, d'autant plus qu'il s'attendait à affronter François Hollande. Depuis le début, la renonciation de François Hollande l'a largement déstabilisé. Je partage ce qui vient d'être dit sur le fait qu'il a été très en dedans, extrêmement terne pendant les débats, sauf lors du troisième débat où il a très fortement attaqué Benoît Hamon. Un peu tard sur le revenu universel. Et puis il y a une question, la cohérence. Autant Benoît Hamon, après ce départ plus ou moins forcé du gouvernement, est resté à l'Assemblée comme premier des frondeurs, autant Arnaud Montebourg, n'ayant plus de mandat, a disparu de la circulation. Et lorsqu'on interrogeait les Français qualitativement, la cohérence de son parcours, une école de commerce pour apprendre l'économie, dixit Arnaud Montebourg, habitat, revenir, partir, les Français ont un peu perdu le personnage un peu flamboyant qu'ils avaient beaucoup apprécié lors de la primaire de 2011 et surtout au moment
de Florange, qui est aussi un des actes lourds du quinquennat. Oui, Jean Garrigue. Oui, on s'est beaucoup polarisé, et à raison, sur l'échec de Manuel Valls, qui a payé le bilan d'un quinquennat et les excès de son autoritarisme. Et puis fondamentalement, ce changement de direction assumé vers un social-libéralisme, un blairisme à la française, on peut l'appeler comme on veut. Mais au fond, le grand perdant de cette élection, est-ce que ça n'est pas Arnaud Montebourg? Car Arnaud Montebourg, il avait précisément vocation à, je dirais, catalyser, incarner cette opposition, cette revanche des frondeurs, des contestataires de toutes sortes, de la gauche traditionnelle, j'allais dire, vis-à-vis de ce tournant qui avait été pris. C'était à lui de l'incarner, et il s'est trompé de campagne, et ça a été parfaitement expliqué par mes collègues. Il s'est trompé de campagne, il a mené finalement une campagne qui pourrait se rattacher un peu aussi à celle qu'avait menée, j'ai fait un parallèle tout à l'heure entre Benoît Hamon et François Fillon. Là, on pourrait en faire un avec Alain Juppé, c'est-à-dire que Alain Juppé, lui, était très en dedans dans les débats, avec l'horizon présidentiel. Ça a été un peu la même chose pour Arnaud Montebourg, qui voulait parler non seulement d'ailleurs à la gauche, mais à tous les électeurs. Il y a plusieurs déclarations. Il montre bien qu'il élargit le spectre, que son projet Made in France est un projet républicain qui va au-delà. Mais finalement, il ne s'est pas adressé précisément à cette identité, à cet ADN de la gauche qui veut rêver. Et voilà le résultat. Alors, autre candidat qui n'a pas réussi à convaincre, il espérait malgré tout la surprise jusqu'à hier soir, c'est Vincent Peillon, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui n'a pas réussi à bien capter les électeurs lors de cette campagne. On l'écoute. Pour ce qui me concerne, j'appelle les électrices et les électeurs de gauche à amplifier encore leur vote. La participation a été, il faut dire les choses, moyenne, en deçà de ce que l'on attendait. Il faut qu'elle soit plus forte la semaine prochaine pour permettre à la gauche, au candidat du Parti socialiste, d'être le plus fort possible dans le travail qui sera le sien. Il commencera au soir du second tour de rassemblement des gauches. Je souhaite que le rassemblement que j'ai mis au cœur de ma campagne et qui est pour la gauche le talisman soit le plus fort possible. Frédéric Dabi, Vincent Peillon qui ne donne pas de consigne de vote, là aussi c'est sans surprise, il appelle à amplifier la mobilisation, au rassemblement de la gauche, c'est un vœu pieux? Oui, c'est vrai que pendant les débats, il a tapé à plusieurs reprises sur Manuel Valls, alors qu'ils sont proches sur toute une série de sujets. Il a aussi très fortement attaqué le revenu universel. C'est la chronique d'un échec annoncé. Autant l'échec d'Arnaud Montebourg a pu peut-être surprendre, autant Vincent Peillon, et je reprends cette idée de cohérence, n'a jamais pu installer la légitimation de sa candidature que beaucoup de Français ont vu tomber du ciel et n'ont pas compris aussi bien les tenants que les aboutissants. Cette position médiane d'équilibre entre Hamon Montebourg d'un côté, Manuel Valls de l'autre, lui a fait perdre toute identité et toute justification du bien fondé de sa candidature. Ouais, c'est le symbole de l'impossibilité de faire la synthèse entre ces mouvances de la gauche, Vincent En fait, Peillon. il n'a pas donné de sens à sa campagne, et donc tout le monde a interprété sa campagne comme étant un parachutage de Hollande pour essayer de torpiller Valls. Tout a été interprété comme ça. Comme en plus, il n'est pas sympathique à l'écran, c'est-à-dire que vraiment, il sourit jamais. On a vraiment l'impression qu'il nous déteste et qu'il veut nous apprendre des choses comme on gave les oies un petit peu avec un. Voilà. Ça n'a pas été simple, et la campagne, il a un peu récolté ce qu'il a semé. Le problème, c'est qu'il y avait énormément de gens derrière Vincent Peillon. Il y avait Hidalgo notamment, il y avait beaucoup de gens qui se sont investis dans sa campagne, et pour eux, il y a une vraie remise en question quand même. Pourquoi on est allé dans cette galère avec lui? Voilà. Il pourra retourner à Neuchâtel. Alors, il paraît qu'il n'enseigne plus en Suisse, mais là aussi, il y a un exemple de parcours qui n'est pas du tout compréhensif de la part du public. Il faut quand même qu'ils comprennent qu'on ne peut pas arriver face aux Français en étant venu de nulle part, juste sur sa tête, et gagner une élection. Hamon, il a le mérite d'avoir travaillé son élection, et c'est pour ça qu'il l'emporte, c'est juste sur du travail. Valls aussi a beaucoup travaillé. Alors on ne peut pas gagner une élection comme ça, quoi. On a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron sur ce plateau. Je voudrais aussi qu'on dise un mot peut-être de Jean-Luc Mélenchon. Quel bénéfice peut-il tirer des résultats de cette primaire, peut-être avec vous, Martial Foucault? On sait qu'il se rêve en candidat de la gauche unique. Est-ce qu'ils vont faire pression sur Benoît Hamon s'il remporte cette primaire pour qu'il se retire, comme bien on a pu le voir avec François Hollande?
Se retirer, je pense que c'est vraiment la dernière hypothèse qu'envisage Jean-Luc Mélenchon. Je parlais de Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon fasse pression sur Benoît Hamon pour qu'il se retire. Oui, alors Benoît Hamon a répété plusieurs fois durant cette campagne qu'il était au fond des candidats les plus crédibles pour l'emporter à la primaire, le seul capable d'incarner l'union des gauches. Je crois que c'était important de le dire à l'ensemble des militants, parce que tout à l'heure, quand on parlait de la défaite d'Arnaud Montebourg, il ne faut pas oublier quand même qu'Arnaud Montebourg paye aussi le fait de ne pas peser dans le parti. Contrairement à Benoît Hamon a un contrôle réel sur les MJS. Les jeunes socialistes. Voilà, il a également eu différentes responsabilités au sein du parti. Donc, vis-à-vis de ce qui va se tramer dans ces prochaines semaines en termes d'union des gauches, je crois que malgré le score que réalisera au second tour Benoît Hamon, il lui sera difficile. Il y a comme une dynamique qui va s'installer. On parle de démocratie de l'opinion, mais si à l'envie, on a des enquêtes d'opinion qui situent Benoît Hamon entre 7 et 10%. Ça va être très compliqué de trouver des termes d'une discussion avec Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Jean Garrigue. Il est hors de question pour Jean-Luc Mélenchon, qui fait une campagne présidentielle, s'inscrit paradoxalement dans l'esprit de cette 5e République dont il veut se débarrasser. Alors il s'en justifie, mais ça sera l'étape suivante après une constituante. Il est hors de question pour lui de négocier quoi que ce soit, en tout cas de manière publique et de manière directe, d'aller au-devant de Benoît Hamon. Ce sera à Benoît Hamon, éventuellement, d'amener des cartes sur la table de la négociation. Et au passage, je rappelle que là aussi, sur cette question de la valeur travail, du revenu universel d'existence, on est quand même très très loin des positions de Jean-Luc Mélenchon et des communistes qui le soutiennent. Donc là aussi, où est la cohérence, où est la clarté? Je pose la question. Et puis on entend une petite musique du côté de proche de Jean-Luc Mélenchon sur le mode Benoît Hamon, qui sera sans doute, s'il gagne dimanche prochain, car il n'a encore pas gagné, devancé et par Jean-Luc Mélenchon et par Emmanuel Macron, sera forcé de retirer sa candidature. Bien sûr, c'est une fable. Bien sûr, la primaire, avec cette légitimation par une consultation populaire, oblige Benoît Hamon, si je puis dire, à aller jusqu'au bout. Et donc là, on est sur de l'agite-propre ou de la propagande. Marcel Foucault. Oui, mais d'ailleurs, on pourrait faire cet exercice un peu de politique fiction. On pourrait aujourd'hui s'interroger réellement si la stratégie de Jean-Luc Mélenchon de ne pas participer à cette primaire de la gauche citoyenne était, au fond, peut-être un mauvais calcul. Quand on voit les résultats et le score au premier tour, avec ce coup de barre à gauche qui... que cette demande de légitimation aurait réglé toutes ces discussions éventuelles sur lesquelles on essaye de phosphorer en se disant est-ce que Benoît Hamon est le bon interlocuteur. Je crois que finalement, s'il avait pu anticiper, mais personne n'était en mesure de le faire, la non-candidature de François Hollande, il aurait été le candidat qualifié au second tour de cette primaire. Alors, on arrive bientôt au terme de ce débat. Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que dimanche prochain, on va assister à un tout sauf valse? C'était plus ou moins feutré jusqu'à présent. Là, est-ce que ça va vraiment être l'appel de Oui, il y a beaucoup de gens qui vont saisir cette occasion pour éliminer Valls. Là, ils auraient préféré éliminer Hollande, mais quitte à éliminer quelqu'un, pourquoi pas Valls, voilà. François Hollande a créé une grande frustration, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aimé pouvoir solder leur compte avec ce quinquennat. Et le choix de Hamon n'est pas négligeable de ce point de vue-là. C'est vrai que c'est quand même le vainqueur, c'est les frondeurs qui remportent la bataille politique qu'ils ont menée pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, finalement, ils l'emportent. Alors dans un champ de ruines, c'est une victoire à la Pyrrhus, mais la logique politique est revenue en pleine figure de François Hollande. Oui, et sans doute une quasi-disparition de frondeurs en juin 2017, compte tenu de l'état du groupe socialiste tel qu'on peut l'imaginer. Et par ailleurs, Macron fait pression sur les socialistes en leur disant « Mais moi, je vais vous présenter des gens dans votre circonscription, donc vous avez plutôt intérêt à être sympathique avec moi. » Et certains députés PS essaient de calculer pour avoir les 2 investitures. Alors ça va être très compliqué. Oui, Jean Garrigue. Alors, et pour prendre un tout petit peu de recul, c'est quand même un rendez-vous manqué du Parti socialiste avec ce moment de gauche réaliste, de gauche pragmatique, de gauche réformiste, on peut l'appeler comme on veut, qui a existé dans tous les pays voisins, dans tous les pays industriels, qui aujourd'hui d'ailleurs a montré ses limites aussi. Mais en tout cas, là, il y avait une occasion, éventuellement, un rendez-vous avec l'histoire. Ce rendez-vous, il est manqué. Et celui qui est au rendez-vous de cette histoire-là, c'est Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, lui, était en dehors du Parti socialiste, se positionne lui aussi
dans la posture du rassemblement gaullien, comme Jean-Luc Mélenchon. Et c'est donc là, pour le Parti socialiste, une reconstruction qui doit se faire. Et on ne sait pas très bien dans quelle direction et si Benoît Hamon aura les épaules assez solides pour la conduire. Ouais, Martial Foucault, vous parliez de politique fiction. Qu'est-ce qui peut se passer puisqu'on voit que cette primaire n'aura pas permis de clarifier la ligne politique, de solder tous les comptes, toutes ces brouilles qui ont entaché le quinquennat de François Hollande? Oui, c'est vrai que si on pense un petit peu aux différentes tendances de la primaire en 2011 et on regarde un petit peu les candidats à l'époque, ceux qui pouvaient se fondre dans un moule d'un socialisme réformateur, d'une démocratie sociale libérale, on voit que avec 30%, et hier Manuel Valls, on peut peut-être rajouter d'une certaine manière François de Rugy, mais globalement ça représente un tiers aujourd'hui de l'ensemble des électeurs qui se sont mobilisés. C'était pas loin de 60% en 2011. Donc oui, d'une certaine manière, le Parti socialiste au fil de 5 années s'est social délibéralisé. C'est pas très joli comme expression, mais ça veut dire qu'en termes de poids, le quinquennat a contribué à décrédibiliser le tournant de janvier 2014 de cette conférence de presse de François Hollande. Et au fond, on a dans les résultats de la primaire hier les conséquences, le produit de ce virage qui a été totalement assumé. Manuel Valls a voulu tout passer en force. On ne peut pas forcer tout un parti, tout un camp à changer d'orientation à la schlag, j'ai envie de dire. Pardon. Jean Garrigue, pardon. Oui. Ce qui ne veut pas dire que la gauche s'est délibéralisée. Il sera intéressant de voir justement ce que sera le score d'Emmanuel Macron, la place que prendra Emmanuel Macron, ce qui relèvera justement de ce social-libéralisme dans le programme d'Emmanuel Macron, qui pour l'instant n'est pas encore totalement achevé, et voir si un certain nombre de couches sociales qui jusqu'à présent votaient pour le Parti socialiste, d'électorats différents, vont se reporter très clairement sur lui. Ça veut dire que la gauche va évoluer profondément, mais que cette évolution, elle se fera peut-être à côté du Parti socialiste. Frédéric Dabi, pour conclure. Oui, puisque l'histoire du PS depuis Épinay, c'est une conquête du pouvoir et une suprématie systématique avec le tournant de 78-79 sur le Parti communiste français. Et là, on assiste à la fin de la suprématie du PS sur la gauche. Eh bien, merci Frédéric Dabi, merci Philippe Moreau-Chevrolet, merci Martial Foucault, merci Jean Garrigue pour votre éclairage. On continue notre édition spéciale au lendemain du premier tour de la primaire de la gauche, édition spéciale sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. L'heure est au ralliement maintenant. Martine Aubry soutiendra Benoît Hamon. François de Rugy a rencontré les deux finalistes et se donne le temps de la réflexion. Même si la dynamique semble dans le camp de l'ancien ministre de l'Éducation, parti outsider, il se retrouve en position de force. Mais pourra-t-il rassembler la gauche ? Le débat à 18h. 1 600 000 votants, le PS sauve les meubles, mais la participation est bien en deçà des attentes. La dynamique attendue n'est pas au rendez-vous. On s'intéressera à la sociologie électorale de cette primaire avec notre invité Jérôme Fourquet, auteur d'un ouvrage avec Hervé Lebras sur la primaire de la droite et du centre intitulé La guerre des trois. Une rencontre Fillon-Merkel à Berlin. Le candidat de la droite à la présidentielle doit rencontrer la chancelière allemande pour détailler sa vision de l'Europe dans un entretien accordé au Monde et à la presse allemande. Il propose une conférence de sécurité Europe-Russie. Le décryptage de Noura Hamadi dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360 pour m'accompagner cet après-midi, Tam Nuit en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. François Fillon à Berlin, le candidat de la droite à la présidentielle, doit rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel. Objectif, reprendre la main sur les relations entre nos deux pays, mais aussi préciser sa stratégie en matière de défense européenne. On l'écoute. Merci. J'ai une grande confiance en elle, c'est une femme solide et qui respecte ses engagements. Moi, je suis venu lui présenter les priorités de mon projet présidentiel et mes priorités pour redresser l'Europe. Je suis venu lui dire que l'Europe est aujourd'hui en crise, qu'elle est menacée par la politique américaine, qu'elle est menacée par la Russie, qu'elle est menacée par la Chine et qu'elle a besoin de retrouver un vrai projet pragmatique construit sur des bases intergouvernementales.
Noura Hamadi nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Noura, spécialiste Bonjour des Delphine. questions européennes pour Public Sénat. Alors on vient de voir François Fillon en visite à Berlin avec Angela Merkel. C'est sa première visite à l'étranger depuis son élection. Lancement de sa campagne, Oui, effectivement. pourquoi ce choix d'une première visite avec la chancelière allemande? C'est le choix de lancer sa thématique européenne pour la présidentielle? C'est effectivement, Delphine, le choix de lancer sa thématique européenne. On l'a vu sur les images, il était accompagné de Bruno Le Maire, qui est donc son conseiller sur les affaires européennes, ancien ministre des Affaires européennes lui-même. Mais la visite à Berlin et le passage chez la chancelière allemande Angela Merkel, c'est un petit peu un passage obligé pour un candidat, notamment du camp de la droite française, mais aussi, a fortiori, pour un président élu. On se souvient tous de François Hollande qui, l'après-midi même de son accession, a été rendre visite à Angela Merkel. Pourquoi? Parce que Angela Merkel, c'est un peu le totem de l'Europe, en poste depuis 3 mandats, elle en brigue un 4e en septembre prochain. C'est une figure du conservatisme européen, c'est un gage de stabilité. En gros, François Fillon a été adoubé par la chancelière par cette rencontre. Et il faut dire que c'est donc un rite de passage. Aller chez Mouti, comme la surnomment les Allemands, c'est un petit peu un rite de passage. Pourquoi? Parce que c'est dans l'histoire française, l'axe franco-allemand, c'est quelque chose qui est extrêmement fort dans l'histoire française, mais surtout dans le camp gaulliste. On se souvient que c'est tout simplement Konrad Adenauer et Charles de Gaulle qui ont lancé cet axe franco-allemand, qui ont lancé l'histoire commune franco-allemande par la signature du traité de l'Élysée en 1963, et donc qui a été un peu le fondement, le socle de ce qu'on connaît aujourd'hui avec l'Union européenne. Mais c'était également une première rencontre pour prendre langue de la part du candidat du camp de la droite, pour renforcer, donc selon François Fillon, cet axe franco-allemand qui n'a jamais été aussi vide, dit-il, et faible qu'aujourd'hui. C'est ce qu'il a déclaré au sortir de cette rencontre avec Angela Merkel, mais aussi rassurer l'Allemagne, car le discours pro-russe de François Fillon inquiète beaucoup outre-Rhin, tout comme la ligne de cet ancien Premier ministre qui a voté non, je le rappelle, au traité de Maastricht. Alors que se sont-ils dit durant cette entrevue, Nora? Alors François Fillon est venu présenter ses priorités pour refonder l'Europe et son projet présidentiel. Donc l'idée, c'est de redresser une Europe qui est en crise, qui est menacée par la Chine, par la Russie, par la nouvelle politique qui sera menée par Donald Trump aux États-Unis. Et François Fillon dit que l'Europe doit retrouver un projet pragmatique basé sur l'intergouvernemental. Alors l'intergouvernemental, le mot est lâché. Il n'est ici pas question d'une Europe fédérale, d'un saut fédéral, d'une Europe qu'on irait creuser avec plus d'Europe, de l'europhilie du camp de la droite, mais clairement en fait d'une Europe des États-nations. On n'est plus du tout en fait dans ce que pense la majorité de son camp. C'est un projet qu'il détaille donc dans les colonnes du journal Le Monde et du Frankfurter Allgemeine Zeitung, un projet donc qui fait la part belle aux décisions entre les capitales. On l'a dit, plus des défenses européennes communes, mais en étant dans une alliance et non pas dans une structure commune comme cela est porté depuis quelques mois au niveau européen, nécessaire selon le candidat de la droite si l'on veut inclure les Britanniques qui sont quand même l'autre grande armée d'Europe avec les Français. Autre grande annonce, la nécessité de créer un FMI européen sans toutefois mutualiser les dettes. On se souvient que c'était aussi un des débats pendant la crise des dettes souveraines, ou offrir un secrétaire général permanent à la zone euro. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que pour François Fillon, hors de question de sortir des clous du pacte de stabilité. Les 3%, ce dogme des 3% doit être respecté. Mon objectif est de corriger le déficit et d'être aussi proche que possible des 3% en 2018, avec objectif de 0 déficit en 2022, d'où la nécessité de gagner 100 milliards d'euros d'économies. Une annonce qui ne peut que plaire à Angela Merkel et à son ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, qui sont sur cette ligne. Pour rappel, Wolfgang Schäuble a réussi à intégrer dans la Constitution cette règle d'or qui veut que toute dépense doit être intégrée en fait à une rentrée, et c'est en Allemagne constitutionnelle. Mais il y a aussi des points de discorde, Nora, entre François Fillon et Angela Merkel. Effectivement, Delphine, la première pomme de discorde, c'est la politique migratoire. S'il n'a pas voulu mettre à l'index de pointer en fait la politique migratoire d'Angela Merkel, qui a accueilli, je vous le rappelle, 1,5 million de réfugiés depuis septembre 2015, comme a pu le faire Manuel Valls à Munich il y a quelques mois, il y a bientôt un an. Il persiste, et il ne donne pas de leçon à la chancelière. Hors de question pour la France d'accepter plus de réfugiés. Nous n'en avons pas les moyens. Notre économie est malade. Nous ne pouvons pas accueillir autant de réfugiés. Et il est hors de question aussi d'accepter cette politique des quotas qui avait été un moment voulu par l'Europe. Et la question des liens aussi avec la Russie a été un moment de tension, j'imagine. Je n'y étais pas malheureusement, entre Angela Merkel et François Fillon. Si celui-ci devient président de la République, il l'a déjà prévenu, il n'est pas adepte des sanctions vis-à-vis de Poutine. La Russie a fait des erreurs selon lui, mais nous en avons
aussi fait. Comment renouer le dialogue quand les sanctions n'ont selon lui aucune efficacité? Il indique qu'on doit pouvoir renouer avec la Russie dans une perspective différente, mais cela ne sera pas facile, selon François Fillon. Donc, on ne peut pas attendre que ce soit le président américain, selon lui, qui décide, qui trouve des solutions avec la Russie sur une raison, enfin une thématique sur laquelle il pourrait être d'accord avec Angela Merkel. Merci beaucoup, Nora, pour cette analyse. Dans le reste de l'actualité, cette information en bref, Claude Guéant condamné en appel dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. L'ancien directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy a été condamné en appel à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme et 1 an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve. Il s'est pourvu en cassation. On en vient maintenant à l'analyse des résultats du premier tour de cette primaire de la gauche, car le score est sans appel. C'est Benoît Hamon qui arrive en tête de cette primaire avec 36,35% des voix. Il devance l'ancien Premier ministre Manuel Valls qui obtient 31,11% des suffrages. Arnaud Montebourg est loin derrière le duo de tête avec 17,52%. Au terme d'une soirée marquée par le doute sur les chiffres de la participation, grande inconnue du scrutin, elle s'élèverait à 1,6 million. Quentin Calmy. Flou, amateurisme, cafouillage, les critiques fusent au lendemain du scrutin de la primaire, en cause des chiffres incohérents publiés depuis hier soir. Un exemple, sur le site de la Haute Autorité de la primaire, à gauche, les résultats à minuit 45 et ceux publiés ce matin avec 300 000 votes comptabilisés en plus. Les scores des candidats sont inchangés. Il n'en fallait pas plus pour voir surgir des accusations de fraude. Je ne comprends pas pourquoi il y a un sujet qui monte sur cette participation. Il n'y a pas de participation gonflée. Jamais la Haute Autorité ne l'aurait accepté. Jamais le Comité national d'organisation des primaires ne l'aurait proposé. Et jamais le prestataire de service ne l'aurait mis en place. Donc il n'y a pas de problème sur la participation. Comment expliquer que le ratio reste le même mais que le nombre de votes augmente de 300 000 Parce qu'on est parti des déclaratifs, des déclaratifs qui n'ont pas encore été validés. Et à partir du moment où ça va être validé, les ratios vont changer, mais ça sera marginal, ça sera au 2e chiffre après la virgule. Donc. Autre reproche formulé à l'encontre de la Haute Autorité, dimanche dès 20h30, elle était en mesure de donner une simulation sur la participation finale. Entre 1,5 million et 2 millions de votants, sans doute plus proche de 2 millions. Là encore, aujourd'hui, rétropédalage au Parti socialiste. Moi, j'ai jamais donné ces chiffres-là. Et honnêtement, vous pourriez nous mettre en doute si on avait une participation qui était, si on allait plus haut que le maximum qu'on avait annoncé. Là, on est en dessous. Donc c'est bien la démonstration que tout est parfaitement transparent. Des responsables de l'organisation qui promettent de fournir les données précises du scrutin, bureau de vote par bureau de vote et département par département, espérant éteindre ainsi une polémique qu'ils n'avaient pas du tout anticipée. L'affrontement s'annonce donc sans merci entre les 2 finalistes. La confrontation télévisée est attendue mercredi. Hier soir, Manuel Valls donnait déjà le ton sur le thème « Moi ou le chaos », Samia Dechir. Jusqu'à dimanche soir, la campagne était restée cordiale. Mais désormais, Manuel Valls n'a plus le choix. Arrivé en 2e position derrière Benoît Hamon, il n'est pas en position de force. Alors il critique sévèrement son adversaire, quitte à creuser un peu plus le fossé entre les fameuses gauches dites irréconciliables. Une autre campagne commence parce qu'un choix clair s'offre aux Français. Quel est-il, ce choix clair? Est-ce que la gauche renonce à gouverner? Est-ce que la gauche, c'est plus d'impôts, plus de déficits? Une conception du travail qui n'est pas celle, je crois, celle que je défends, bien sûr, mais d'abord celle des Français, c'est-à-dire un travail qui rémunère. Projet irréalisable, candidat promis à la défaite, les attaques contre Benoît Hamon sont dures, mais le vainqueur du premier tour refuse de renchérir. Ce genre d'argument qui est utilisé, je les lui laisse. Moi, je ne pense pas que... je n'ai pas dénigré qui que ce soit dans cette campagne. Fort du soutien d'Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, lui, doit rassembler pour gagner. Ce matin, avant la réunion à son QG parisien, pas question de changer de ligne. Cette semaine, nous allons très calmement répondre, bien évidemment, aux attaques, mais nous ne laisserons pas déporter. Nous restons sur le projet de société et sur 2 lignes très claires de politique à gauche. Ces lignes politiques, ce sont celles qui divisent désormais le Parti socialiste en 2 camps. De gauche que tout oppose et qui auront bien du mal à se rassembler, quel que soit le résultat dimanche prochain.
Et on s'intéresse à présent à la personnalité de Benoît Hamon, outsider désormais en position de force. L'ancien frondeur a réussi à imposer ses idées au terme d'une longue campagne de fond. Son portrait est signé Marie Brémaud. Il n'a pas tant changé que cela, si ce n'est que le petit Ben, en 20 ans, a pris de l'envergure. Empêcheur de tourner en rond, mais constant au sein du parti, il a gravi les échelons par la voie royale. Et comme souvent, son histoire politique à gauche commence à la tête du mouvement des jeunes socialistes. En 1995, Benoît Hamon soutient sans faille son candidat, Lionel Jospin. Il a tenu à ce que de vrais jeunes, non pas quelques apparatchiks ou députés qui ont 31 ou 32 ans, soient auprès de lui, de vrais jeunes qui partagent les mêmes conditions d'existence que ceux à qui il s'est adressé ce soir. Le MJS comme tremplin. 2 ans plus tard, le fils d'ouvrier breton entre en campagne dans le Morbihan pour les législatives. Plus jeune candidat du PS, il frône à peine la trentaine. Il échoue pour cette fois à la députation, mais intègre dans la foulée l'équipe de Martine Aubry. Au ministère de l'Emploi, il affûte ses armes auprès de la dame des 35 heures. Et dès lors, rien n'arrêtera plus l'ambitieux. Député européen en 2004, il s'oppose 1 an plus tard à la Constitution européenne. Il s'affirme au sein du parti en 2008 au Congrès de Reims. Le fils spirituel d'Henri Emmanuelli veut incarner l'ancrage à gauche et le renouvellement générationnel. Je veux une gauche qui soit une gauche parfaitement décomplexée. Il finit bon 3e, derrière Martine Aubry et Ségolène Royal. Il devient le porte-parole du parti. Mais sa fonction ne l'empêche pas d'exprimer ses opinions. Ici en 2011, ses flèches sont déjà pour Manuel Valls, qui brise alors le dogme des 35 heures. On peut vouloir déverrouiller les 35 heures. À mon sens, c'est une erreur politique, mais les socialistes, eux, invitent les candidats aux primaires à reverrouiller les égos pour qu'on pense davantage aux solutions d'avenir qui concernent les Français qu'à vouloir penser à son propre avenir. Transformer le Parti socialiste, c'était la quête effrénée d'Arnaud Montebourg depuis plus de 10 ans. Benoît Hamon était souvent dans son sillage, mais hier, le petit Ben l'a coiffé au poteau et acquis la légitimité de reprendre le flambeau. Tous les opposent. L'un veut incarner la ligne réformiste, l'autre une gauche marquée par un retour aux fondamentaux, des programmes économiques aux antipodes, comme nous l'explique Flora Sauvage. Sur de nombreux sujets, ils s'opposent. Les 2 finalistes de la primaire de la gauche se différencient sur les questions économiques et sociales. Si Manuel Valls veut garder la loi travail et créer un revenu décent pour les plus précaires, Benoît Hamon veut abroger la loi travail et créer un revenu universel auquel l'ex-premier ministre est farouchement opposé. Pour favoriser le pouvoir d'achat, Manuel Valls veut défiscaliser les heures supplémentaires, alors que Benoît Hamon souhaite réduire le temps de travail. Sur l'environnement, tous les opposent. Manuel Valls est favorable à Notre-Dame-des-Landes et il est contre la fiscalité écologique, alors que l'outsider Benoît Hamon est contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et il veut sortir du diesel d'ici à 2025. Enfin, sur l'éducation et la jeunesse, l'un veut revaloriser le statut des enseignants et créer un service civique obligatoire, alors que l'autre veut recruter 40 000 enseignants et créer un service public d'aide aux devoirs. Autre point qui les différencie, le cannabis. Benoît Hamon veut le dépénaliser, alors que l'ex-premier ministre n'y est pas favorable. Pour finir, sur la question des institutions, Manuel Valls veut réduire le nombre de parlementaires et supprimer la Cour de justice de la République. Benoît Hamon veut, lui, réformer le Sénat et reconnaître le vote blanc. Le fossé entre les 2 finalistes de la primaire de la gauche est plus que jamais d'actualité à 5 jours du second tour. Et on revient à présent sur les temps forts de la soirée électorale. C'était dans les QG des différents candidats, un sujet de Pierre Bonde-Joseph. À Costec et Anatole France, la péniche louée par les équipes de Benoît Hamon a résonné la première au cri de la victoire. Très heureux parce qu'on pense que c'est le résultat d'une excellente campagne. Une campagne qui a permis de remettre au cœur les vraies thématiques de la gauche. Sur le début de la campagne, les sondages n'étaient pas forcément favorables pour Benoît Hamon. Et il a réussi à inverser la tendance depuis un bon mois. Il y a une dynamique qui s'est créée et aujourd'hui, le voir au 2e tour, c'est une vraie satisfaction. On va faire la fête, mais on va garder l'énergie pour le second tour et puis pour la suite. Décidément, les 2 vainqueurs du premier tour de la primaire de la gauche ne partagent pas grand-chose, ni sur le fond, ni dans le style. Loué 3 000 €, bourré de militants, la péniche a plus les airs d'une boîte de nuit que du QG d'un favori, retranché et inaccessible. Boulevard Saint-Germain, sous les lustres de la Maison de l'Amérique latine au quartier général de Manuel Valls, les journalistes sont plus nombreux que ses soutiens. Et la 2e place de l'ancien Premier ministre est accueillie dans un silence solennel et une pointe de déception que seule l'arrivée du candidat brisera. Je veux une gauche forte, crédible, réformiste, généreuse,
et courageuse. Manuel Valls fait un score qui est assez proche de ce qui était prévisible, même s'il a un petit peu peut-être 2-3 points en moins. Mais c'était vraiment, je pense, la campagne de Benoît Hamon qui le place en devant, qui est la réelle surprise de ce soir. Tout est ouvert. Je pense qu'il y a des gens qui se sont peut-être un peu fait plaisir en allant voter pour Benoît Hamon et qui demain auront vraiment envie de gagner l'élection présidentielle. Et donc ceux-là, ils voteront pour Manuel Valls. Le ralliement rapide. Dimanche prochain, je voterai Benoît Hamon et vous invite à faire de même. Et sans surprise, d'Arnaud Montebourg fait monter l'ambiance d'un cran sur la péniche. On crie désormais Arrivé en taxi, sa parka sur le dos, le candidat paye lui-même sa course devant les caméras avant de se frayer difficilement un chemin parmi ses militants. Les électeurs de gauche, c'est ma conviction, ont voté justement par conviction et pas par résignation. Sinon, ils ne m'auraient pas placé en tête de cette primaire. Ils ont donc décidé de faire de la question sociale et de la question écologique les deux termes d'un nouveau projet qui se tourne vers le futur, pas l'un ou l'autre, mais l'un avec l'autre. Bon dernier d'un scrutin qui aura réuni près de 2 millions de personnes, Jean-Luc Benamias, entouré de quelques fidèles, aura passé la soirée presque en spectateur dans un bistrot, livrant une analyse dans un style bien à lui. Ça va se jouer à très peu. Enfin, ça va se jouer à très peu entre Benoît Hamon et Manuel Valls. Il est l'auteur avec le démographe Hervé Lebras de La guerre des Trois. Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'IFOP, est notre invité. Il répond aux questions de Saveria Rojek. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Alors avant de parler de votre livre sur les primaires de la droite, quelques mots sur celle de la gauche hier soir. Et est-ce que tout d'abord ce score de Benoît Hamon, cette place en tête, signe de nouveau, ou en tout cas en partie, l'échec des sondeurs, l'échec des pronostics ? Alors écoutez, on va être très transparent. L'IFOP n'avait pas fait de sondage d'intention de vote pour la primaire de la gauche, pour des raisons qu'on avait déjà indiquées, à savoir un corps électoral qui était très restreint. On a moins de 2 millions de personnes. Une campagne qui, elle aussi, est très restreinte, qui est très courte. Et donc, du coup, des mouvements erratiques qui peuvent être très violents et très spectaculaires, bien plus marqués que sur une élection présidentielle où la campagne se déroule sur 3-4 mois et on est sur 35 millions de votants. Quand vous regardez la production sondagière de nos confrères et un certain nombre d'enquêtes de l'IFOP qui ne portaient pas sur les intentions de vote mais qui étaient sur des images, des traits d'image, on voyait qu'il y avait une dynamique en faveur de Benoît Hamon, comme il y avait eu une dynamique en faveur de François Fillon. Il manque à chaque fois la dernière partie du film. C'est le grand problème sur ce type de scrutin. Les enquêtes de nos confrères qui ont été publiées et réalisées ce week-end montrent qu'une part significative des électeurs se sont décidés dans les tout derniers jours. Ce qui se passe quand vous regardez les chiffres, c'est que Manuel Valls est à peu près au niveau qui était annoncé. Benoît Hamon est beaucoup plus haut. Et qui en a pâti, c'est Arnaud Montebourg. Donc il y a eu un transfert d'une partie de l'électorat de Montebourg vers Hamon. On avait vu le début de cette dynamique. Benoît Hamon était parti très bas dans les sondages en novembre-décembre. Et puis il a monté progressivement, mais l'accélération s'est faite dans le dernier quart d'heure. Alors comment jugez-vous le niveau de participation de cette primaire ? Le chiffre devrait être autour, on l'a dit, de 1,6 million. Alors écoutez, c'est quand même relativement faible. Donc les socialistes avaient préparé le terrain en disant qu'à partir d'1,5 million, ils s'en satisferaient. Donc là, on est juste au-dessus de la jauge fatidique. C'est quand même significativement plus faible qu'en 2011. À l'époque, on était à 2 700 000. Donc il manque plus d'1 million d'électeurs à l'appel. Et cet élément-là, associé éventuellement à un duel qui s'annonce quand même serré entre les deux finalistes, pourrait donner une légitimité un peu moins forte au vainqueur de cette primaire, parce qu'il serait élu avec peut-être près de 3 fois moins de voix que le candidat de la droite, et sur un score, on s'avance peut-être un petit peu ce soir, qui serait peut-être plus serré. Mais justement, est-ce qu'on peut s'attendre à un sursaut de la participation dimanche prochain ? Écoutez, on va voir. Tout va se jouer, je pense, mercredi dans le débat. Parce que là, on a, Manuel Valls s'en est réjoui, un débat qui va être très clair, peut-être même un peu caricatural, binaire, entre deux conceptions de la gauche. Est-ce qu'on a beaucoup entendu, les deux gauches irréconciliables. Voilà. Et donc là, de facto, on voit qu'il y a quand même... C'est ce que vous voyez aussi dans vos enquêtes, ces deux gauches ? Alors oui, on va regarder ça attentivement, mais donc ça peut être un élément de mobilisation en disant, là, il y a deux projets clairs qui s'affrontent. Est-ce qu'on joue la qualification pour la présidentielle ou est-ce qu'on joue aussi l'avenir de la gauche ? Mais dans les deux cas,
il y a ces deux conceptions qui s'affrontent et ça peut éventuellement susciter un surcroît de participation. Après, on ne voit pas aujourd'hui la participation monter à 2,5 millions ou 2,9 millions. Voilà, et quoi qu'il arrive, un tel niveau de participation ne créera pas de dynamique suffisante pour créer une dynamique pour le vainqueur de cette primaire. Alors c'est toujours un point d'appui, 1,5 million, 1,6 million, c'est toujours mieux que rien, mais ce volume de participants, encore une fois, combiné, si jamais ça se produit, avec un rapport de force à 53, 54 contre 46% pour le perdant, ne donnera pas du tout le même élan que celui qui avait bénéficié à François Hollande. On rappelle qu'il avait fait quasiment 60% des voix avec 2 900 000 votants en 2011. Alors, venons-en maintenant à votre livre, Primaire de la droite des 10 entre la guerre des trois. Alors, les trois, c'est bien sûr François Fillon, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy. Il y a une question à laquelle vous tentez de répondre, c'est comment celui que personne n'attendait a pu, de cette façon, écraser tous les autres. Quelle est votre réponse? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a une combinaison de circonstances qui lui ont été favorables. Quelque part, la campagne s'est déroulée de telle sorte que les deux fragilités intrinsèques des deux principaux candidats s'est révélées au grand jour et a profité à François Fillon. Quelles étaient ces fragilités? Alain Juppé était sur une ligne beaucoup trop modérée qui ne correspondait pas du tout à ce qu'attendait la grande majorité de l'électorat de droite. Pour aller vite, la ligne de l'identité heureuse, cette ligne idéologique était ultra minoritaire à gauche, à droite, et le deuxième tour l'a démontré. Et de l'autre côté, Nicolas Sarkozy, lui, était plus en phase avec une majorité idéologique à droite, mais son image personnelle était nettement plus abîmée, plus dégradée. Et c'est ces deux fragilités qui sont apparues au grand jour. François Fillon, lui, a décidé, a incarné une synthèse entre le style présidentiel classique d'un Alain Juppé et la radicalité programmatique de Nicolas Sarkozy. Et de surcroît, en termes de positionnement, quand Juppé regardait vers le centre-gauche et le centre-droit et que Nicolas Sarkozy regardait vers la droite de la droite, François Fillon a regardé la droite dans les yeux et donc c'est ça aussi qui lui a permis de l'emporter, de faire ce très beau score. Alors il y a un autre enseignement qui est particulièrement intéressant, c'est sur le vote catholique. Vous démontrez dans cet essai qu'il n'y a pas justement de corrélation entre la pratique religieuse et le vote, François Fillon, en tout cas dans cette primaire, alors que justement on relaie souvent cette idée que François Fillon a été élu en partie grâce au vote catholique. Vous démontrez le contraire. Alors il y a deux niveaux d'analyse. On constate que si on se concentre uniquement sur l'électorat de droite, ceux qui sont de confession catholique et qui se déclarent pratiquants ont plus participé à la primaire et plus voté pour François Fillon. Mais à eux seuls, ils n'expliquent pas la victoire, puisque, y compris dans l'électorat de droite, ceux qui sont non catholiques ou catholiques non pratiquants ont aussi accordé des très bons scores à François Fillon. Donc cette victoire de François Fillon, elle n'est pas due à une surmobilisation des catholiques? Non, il y a une surmobilisation. Parce que c'est ce qu'on a beaucoup entendu. Oui, il y a une surmobilisation des catholiques de droite par rapport aux autres électeurs de droite, mais les catholiques de droite ne représentent pas l'ensemble des catholiques français. Et quand on met en regard la carte du vote Fillon, ce qu'on a fait, et la carte de la pratique religieuse, on s'aperçoit qu'il y a des discordances qui sont majeures. Donc c'est là aussi un des facteurs, mais ce n'est pas le seul qui a pu expliquer cette victoire. D'où elle vient cette majorité de droite, cette majorité qu'a créée François Fillon et que personne n'avait anticipé? Alors, bien, la capacité, encore une fois, de François Fillon, on le voit progressivement, d'agréger des électorats divers. D'abord, un électorat qui était initialement sur Bruno Le Maire, qui ne voulait ni de Nicolas Sarkozy ni d'Alain Juppé. Ensuite, une partie de l'électorat qui décroche d'Alain Juppé sous l'effet des attaques des sarkozystes. On se souvient de le procès en centrisme avec l'accord avec François Bayrou. Et donc là, vous avez un deuxième courant qui vient s'agréger, s'arrimer à l'électorat filloniste. Et puis, dans la dernière ligne droite, ce qu'on a mal mesuré dans les sondages, parce que ça s'est passé au tout dernier moment, toute une partie de l'électorat sarkozyste qui se dit que François Fillon porte le même discours que Nicolas Sarkozy, mais qu'il a une image nettement meilleure, et que surtout il peut être qualifié pour la finale. Et donc à partir de ce moment-là, il y a un basculement, et il y a un troisième étage à la fusée qui s'allume pour propulser François Fillon à 44%. Alors toute la question aujourd'hui, Jérôme Fourquet, c'est est-ce que cette majorité, elle peut durer jusqu'en mai? On a déjà l'impression, on le voit, que toute la dynamique qui s'était créée lors de cette primaire autour de François Fillon est déjà en train de s'essouffler. Alors, il faut être prudent. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans vos enquêtes là-dessus? Ce qu'on a vu, là, attention, on change de paramètre, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on a parlé uniquement du corps électoral relativement restreint, même si c'est 4,5 millions de personnes, mais c'est relativement restreint, qui a voté à la primaire. Là, maintenant, on passe dans une autre dimension, c'est l'ensemble du corps électoral. Et les enquêtes montrent que François Fillon a eu un bénéfice
une dynamique sondagière post-primaire. Il était monté assez haut, il avait devancé Marine Le Pen, et que là, il est redescendu, mais il est aux alentours de 25%. Donc c'est quand même un étiage qui est relativement correct. On rappellera que Nicolas Sarkozy, en 2012, est à 27,5 au premier tour, donc on n'est pas loin de ce score-là. Là où il y a une vraie interrogation, c'est la capacité de François Fillon à garder dans son giron l'électorat de la droite qui s'appelle l'électorat populaire, ouvrier employé, qui a été quand même assez déstabilisé par la polémique sur la sécurité sociale. Absolument. Alors justement, vous écrivez, son discours libéral a été très libéral, a été adapté à une primaire où les catégories populaires viennent très peu voter. La question maintenant, c'est de savoir comment il va pouvoir parler à cet électorat. Alors effectivement, on voit qu'il y a un réglage en termes de communication qui est en train de s'opérer. On a déjà eu un aggiornamento sur le programme spécifique qui concerne la sécurité sociale. Si on reprend la campagne victorieuse de Nicolas Sarkozy en 2007, on a à la fois des mesures régaliennes fortes sur l'identité, sur la sécurité, mais on a aussi le candidat des usines, le candidat de la France qui se lève tôt et le candidat de lui travailler plus pour gagner plus avec la défiscalisation des heures supplémentaires. Là aujourd'hui, François Fillon, dans ses déplacements, il était en fin de semaine dernière dans l'Ain, il a visité des usines, a dit voilà, moi mon programme social c'est de redonner du travail aux Français et pour ce faire, il faut redonner de la liberté en termes de réglementation, en termes de baisse de charges, et c'est ça qui permettra ensuite de donner du travail. Je pense que c'est un peu court et que ce sera sans doute pas suffisant, et que il faut essayer d'équilibrer avec des mesures qui pourraient sonner agréablement à l'électorat populaire, qui est certes prêt à faire sans doute un certain nombre de sacrifices et d'efforts, mais qui attend aussi que des mesures lui soient destinées en priorité. Très bien, merci beaucoup. À vous. Merci Jérôme Fourrier d'avoir répondu en direct. Merci de votre invitation. Merci. Merci beaucoup Samerien. Avant d'ouvrir le second débat de Sénat 360 sur les enseignements de ce premier tour, je vous propose d'écouter la satisfaction hier de Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste. On l'écoute tout de suite. Je salue tous les candidats qui ont fait honneur à la primaire en défendant leur idée avec sincérité et respect. Dans ce monde fait d'incertitudes et de dangers, les forces de gauche, démocrates, radicales, écologistes, socialistes, citoyennes, syndicales, associatives forment un ensemble stable et durable dans une belle alliance. C'est le sens de ce premier tour. Face à la droite de M. Fillon, empêtré dans sa révolution conservatrice qui veut mettre à terre notre modèle social, face à une extrême droite que la classe médiatique sous-estime et qui progresse dans l'ombre, encouragée par le Brexit et la victoire de Donald Trump, face à la fragmentation, aux rancœurs, à la tentation du fatalisme, ensemble, nous démontrons une voie possible pour l'avenir et la réussite de la France de demain. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Ella Kribi. Bonjour, vous êtes porte-parole de Benoît Hamon. Merci d'être avec nous. Face à vous, Christophe Carrèche. Bonjour, vous êtes député de Paris, membre du bureau national du Parti socialiste et vous soutenez Manuel Valls dans cette campagne de l'entre-deux tours de la primaire de la Belle Alliance populaire. Éric Coquerel est également avec nous. Bonsoir, conseiller régional d'Île-de-France. Vous êtes coordinateur du Parti de gauche et j'accueille enfin Benjamin Griveaux. Bienvenue, vous êtes le porte-parole d'Emmanuel Macron. Première question pour vous, Ella Kribi. On voit bien cette victoire de Benoît Hamon qui peut-être aura pour objectif de clarifier, on l'a dit, la ligne politique du Parti socialiste. Elle est entachée depuis 2012 et le début du quinquennat de François Hollande. Est-ce que l'heure de la clarification est venue avec cette primaire ? Je crois que oui. Je crois qu'il y a eu on a assisté à la primaire de la droite où on a vu qu'était sorti des urnes le choix d'une droite totale, d'une droite assumée, et que les électeurs de gauche se sont exprimés pour leur part dans le même sens, avec le choix de mettre en tête du premier tour une gauche assumée, une gauche totale. Je crois qu'on avait besoin de clarifier la ligne à gauche avec un quinquennat où il y a eu des choses positives, et heureusement, parce qu'on avait un gouvernement de gauche, mais où il y a eu aussi un certain nombre de renoncements qui font que beaucoup ne se reconnaissent plus dans la ligne politique
du gouvernement. Christophe Carrèche, on a beaucoup parlé de ce choc des deux gauches, des gauches irréconciliables. Alors, où en est-on dans cette semaine de l'entre-deux-tours? On a entendu hier Manuel Valls très à l'offensive parler d'un choix entre une défaite assurée, entre une gauche responsable et des promesses irréalisables. Si Benoît Hamon et ses partisans veulent faire de ce deuxième tour un deuxième tour de clarification, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, la clarification, elle ira jusqu'au bout. Il faut avoir aucun doute là-dessus. C'est-à-dire, évidemment, à la mort du parti, qu'est-ce que vous voulez dire? Écoutez, explosion? Ce que j'entends là, moi j'ai été député pendant 5 ans, j'ai pas eu le sentiment de faire des trucs absolument scandaleux. Hein. Donc c'est difficile, si vous voulez. Alors ça dépendra de ce que veut faire Benoît Hamon. Si Benoît Hamon est en tête aujourd'hui, donc il a une responsabilité. Et s'il ne veut pas l'assumer, il ne l'assumera pas. Voilà, donc surtout que, soyons clairs, il y a des offres politiques de deux côtés. Ça n'a échappé à personne. Donc il va falloir maintenant commencer à être un peu sérieux. Parce que ce qui est en cause, c'est tout simplement l'unité du Parti socialiste. C'est ça qui est en cause. El Akribie, vous entendez cet argument? C'est la défaite assurée, il n'y aura pas de candidat socialiste au second tour de l'élection présidentielle en cas de victoire de Benoît Hamon. J'entends évidemment l'argument, puisqu'on nous le rabâche, quotidiennement. Simplement, il faut se rappeler de la raison pour laquelle on est amené à faire de la politique. Est-ce que c'est pour l'appareil? Est-ce qu'on considère un parti politique comme un outil? Ou est-ce qu'on le considère comme une fin en soi? Moi, j'ai plutôt tendance à croire qu'on fait de la politique pour servir avant tout nos concitoyens. C'est ce qu'on a fait. On remet les questions sociales au cœur du projet politique à gauche. On crée les conditions du rassemblement avec le reste de la gauche. Je crois que c'était une priorité dans la période après des mois, même des années, où on parlait des questions d'identité, des questions de communautarisme, de religion, quitte à stigmatiser une partie de la population à certains moments. Je fais référence évidemment au débat sur la déchéance de nationalité, et qu'on avait besoin d'une ligne qui se dégage, d'une ligne majoritaire à gauche. Et il faut quand même assumer aujourd'hui qu'on a au moins le mérite d'avoir un débat où on aura à départager la ligne défendue par Manuel Valls et qui comptable d'un bilan du gouvernement, et la ligne défendue par Benoît Hamon qui s'inscrit dans une logique de rassemblement des forces de gauche. Alors, Éric Coquerel, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, une victoire probable peut-être dimanche prochain de Benoît Hamon à cette primaire pour Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, non, évidemment. Écoutez, M. Carrèche et El Akribie, on voit que finalement, on a assisté, non pas à une primaire de la gauche, mais à un congrès du Parti socialiste dont on a été pris à témoin, avec d'ailleurs les pratiques de chiffrage inclus. Parce que depuis hier, on n'arrive pas trop à savoir combien de gens ont voté. J'ai vu que M. Borgel expliquait que les pourcentages avaient été appliqués aux résultats de minuit et aux résultats de 10 heures avec 400 000 votes différents. C'est les mêmes pourcentages qui ont été appliqués. Bon, mais ça sert pas, ça peut pas maquiller en tout cas une chose, parce que ça, c'est un premier test, c'est que c'est un flop. D'accord ? C'est-à-dire que près d'un électeur sur deux, une personne votant sur deux à la dernière primaire du Parti socialiste n'a pas été votée. Et donc ça a une implication, c'est que le Parti socialiste cherchait là une légitimité. L'idée que finalement, il suffirait de ces primaires pour représenter un espace politique. Ce n'est pas le cas. Bon. Et le problème qui est posé aujourd'hui, que ce soit à M. Hamon ou M. Valls, quel que soit le vainqueur, c'est que du côté de M. Valls, l'espace politique de ceux qui assument le bilan gouvernemental, qui est un bilan libéral, il est occupé par M. Macron. Et du côté de M. Hamon, ceux qui, enfin en tout cas de ses électeurs, je ne sais pas, ceux qui contestent la politique gouvernement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on occupe, nous, avec Jean-Luc Mélenchon, cet espace. Donc aujourd'hui, le Parti socialiste est réduit à un rôle de nuisance. Et le problème du gagnant, ce sera de savoir s'il veut l'appliquer jusqu'au bout ou s'il veut permettre finalement qu'il n'y ait pas un duel droite entre la droite, pour notre part, et les libéraux au deuxième tour, et de se désister. Je crois que c'est ça la question. Alors, on va continuer ce tour de table avec vous, Benjamin Griveaux. Il y a peut-être un point sur lequel vous allez rejoindre Éric Coquerel, c'est sur cette participation en demi-teinte. Ça, c'est aussi du pain béni, j'ai envie de dire, pour Emmanuel Macron. Une chose est certaine, c'est que la participation en demi-teinte ne permet pas demain de créer la dynamique qui permettra d'empêcher le second tour annoncé depuis maintenant 2 ans entre Marine Le Pen et le candidat de la droite connu depuis quelques mois seulement. On voit que clairement la dynamique n'est pas au rendez-vous. Mais au-delà de ça, je crois que les primaires ont une vocation, permettre de faire émerger un leadership, c'est pas le cas.
et permettre peut-être de trancher une ligne politique. Et on sent qu'il y a deux lignes politiques différentes. Et c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a refusé de participer aux primaires. Parce que vous essayez de mettre d'accord des gens qui sont structurellement pas d'accord sur des sujets fondamentaux. Sur la question économique et sociale, c'est la question du revenu universel que Benoît Hamon a mis dans le débat et qui manifestement divise. Sur la question de la politique migratoire, de la conception de la laïcité, de la conception du rapport à l'état de droit. Et que donc dans ces conditions, vous créez de la confusion. C'est ce qui s'est passé à droite. Vous avez en France deux droites. Une droite sociale, européenne et libérale de tradition, et une droite plus conservatrice et patronale qu'incarne François Fillon. Et on voit les difficultés terribles auxquelles est confronté François Fillon, qui rogne son programme, ne sait plus ce qu'il pense sur la santé, va hésiter sur les fonctionnaires, c'est le prochain sparadrap de sa campagne, etc. Les primaires sont des machines à créer de la confusion quand les Français demandent de la clarté et de la sincérité politique. Ouais, pardon. Alors, je pense précisément l'inverse. Je pense que dans une période de flou, et force est de constater que Emmanuel Macron ajoute du flou au discours politique parce qu'on ne sait pas trop est-ce que c'est la gauche, la droite, bon, ça pioche un peu partout. On attend encore un peu ses propositions en matière économique. Voilà. Et que donc il y a justement besoin d'une impulsion. Là, je crois que la dynamique, elle peut précisément découler d'une primaire où il y a, on ne sait pas, vous avez raison, 1,2 million, 1,3 million, 1,4 million, 1,5 million, mais en tout cas plus d'1 million d'électeurs. C'est pas tout à fait la même chose que d'avoir quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de soutiens. Et je pense vraiment que le fait d'associer les électeurs de gauche à une primaire, je vous dis très honnêtement, il y a quelques années, quand on nous parlait de primaire, je faisais partie de ceux qui disaient non, ça contribue au culte de la personnalité, etc. Aujourd'hui, je me dis que dans une situation difficile pour la gauche, il faut aussi assumer d'associer le maximum d'électeurs de gauche plutôt que de considérer qu'il y aurait un homme providentiel adoubé par un parti sans à la fois un mot sur cette primaire du PS. Est-ce que ça a été finalement une machine à perdre? C'est un mauvais choix finalement d'avoir organisé cette primaire, on le savait, taillée sur mesure pour François Hollande qui s'est désisté au dernier moment. Bon, d'abord, elle n'est pas terminée, cette primaire. Donc il y a des gens qui sont venus voter dimanche, il y en a d'autres qui viendront dimanche. Je pense qu'il faut respecter ces processus démocratiques. C'est pas la peine de les caricaturer, ça n'a pas de sens. Moi, l'enjeu de cette primaire, c'est très simple, et je pense que ce sera ce qui sera posé dans la semaine qui vient. C'est de savoir si le Parti socialiste peut être un candidat, effectivement, qui a la capacité de créer une dynamique dans la perspective de l'élection présidentielle. Je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est fait, loin de là. Mais je pense qu'il y a encore une semaine qui devrait permettre d'éclairer les électeurs sur les enjeux, parce que je crois que le premier tour n'a pas permis, au fond, de poser véritablement l'enjeu de l'élection présidentielle. Et c'est vrai qu'on a deux offres politiques. Certains peuvent considérer que c'est d'ailleurs intéressant sur ce plan, même si ça crée aussi une tension évidente au sein du Parti socialiste. Et il y a deux offres politiques qui sont très différentes. Il y a celle de Manuel Valls, qui est une offre politique qui s'inscrit dans le cadre, j'allais dire, d'une gauche réformiste, en tous les cas d'une gauche réaliste, et qui accède au pouvoir et qui fait un certain nombre de réformes et qui en assume les contraintes. Et puis il y a une gauche plus mouvementiste, c'est comme ça que je le ressens, avec Benoît Hamon. On le voit à travers des propositions qui manquent beaucoup quand même de crédibilité, qui ne sont pas financées, et qui visent surtout à essayer de faire vivre des valeurs ou un mouvement. Bon, moi personnellement, je pense que ce qui se joue, c'est bien cela. C'est-à-dire, est-ce que le Parti socialiste va rester un parti de gouvernement, cet acquis qu'il a eu depuis les années 70, est-ce qu'il va le garder, ou est-ce qu'il va basculer dans une forme de corbinisation? D'ailleurs, j'ai constaté qu'Emmanuel, du Parti travailliste britannique avec Jeremy Corbyn. Benoît Hamon se revendiquait de Corbyn. Personnellement, ça m'inquiète plutôt. Alors, on va continuer ce débat dans un instant, mais on retrouve à présent Tam Tranui, toujours en direct de la salle des conférences, avec le politologue Bruno Cotresse, son analyse sur ces résultats. Oui, effectivement, Bruno Cotresse, est-ce que cette primaire achève de mettre en exergue les divisions de la gauche, peut-être représentées par les trois personnes que l'on a en plateau, autour de Emmanuel Macron, Benoît Hamon et puis Jean-Luc Mélenchon?
Alors bien sûr, on a vu au cours de cette primaire s'exprimer en particulier toutes ces contradictions au sein de la gauche, en particulier sur la question du revenu universel, qui est la proposition phare de Benoît Hamon, qui a animé les débats de cette primaire. Cette proposition a un formidable effet de levier pour nous montrer tout un tas de clivages qui apparaissent au sein de la gauche, à la fois la philosophie de cette mesure, et bien la question du travail. Un candidat, Manuel Valls, ou d'autres candidats à la primaire disaient nous on est des candidats du travail, de la fiche de paye. D'autres disent il faut passer à autre chose dans un contexte où il y a beaucoup de chômage, où il y a de moins en moins de CDI. Mais non seulement la question de la philosophie, mais il y a aussi la question de l'universalité de cette mesure. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui un État protecteur de gauche universel, ou au contraire, est-ce qu'il va hiérarchiser en disant ceux qui le méritent ou ceux qui en ont le plus besoin? Et puis aussi, il y a la question de son financement. Et la question de son financement, elle fait apparaître des divisions sur la question des impôts, des taxes, des déficits publics. Donc cette question a révélé d'une manière extrêmement puissante un certain nombre de différences, voire de contradictions au sein de la gauche aujourd'hui, après une décennie de récession économique, un mandat de François Hollande qui n'a pas pu tenir ses promesses, en particulier en matière de lutte contre le chômage. Et donc on a vraiment là quelque chose de très intéressant, et je ne doute pas que le deuxième tour va être autour de cette question. Est-il impossible de trouver une synthèse Manuel Valls, Benoît Hamon, selon vous ? C'est très difficile parce qu'au fond, si Benoît Hamon gagne la primaire, le parti va se mettre derrière lui en ordre de bataille, et en même temps, ça va conduire le parti à une forme de contradiction puisqu'il soutenait aussi le gouvernement de Manuel Valls. Si c'est Manuel Valls qui gagne la primaire, eh bien, on aura aussi beaucoup de divisions derrière. Benoît Hamon aura quand même du mal, Arnaud Montebourg aussi, à se mettre en ordre de bataille derrière Manuel Valls. Et au-delà des déclarations de bonnes intentions sur on va tous se réunir derrière, on voit que ça sera très compliqué. Je parlais d'Emmanuel Macron, de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui, le Parti socialiste n'a plus la suprématie sur la gauche ? Non, aujourd'hui, effectivement, on est dans une situation exceptionnelle pour le Parti socialiste. À la fois, ses divisions, sa faiblesse dans l'opinion, les concurrences d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche et sur la droite du parti. Donc on est aujourd'hui à la croisée des chemins et dans un point de bascule pour le Parti socialiste. Et sans doute qu'au lendemain de l'élection présidentielle, si le Parti socialiste ne gagne pas l'élection présidentielle, bien sûr, au lendemain de la présidentielle, il y aura de très importantes remises en question, réflexions. On ne sait pas sur quoi ça débouchera, mais on est là à un moment important du point de vue de l'histoire de la gauche en France. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une victoire de Benoît Hamon laisse un boulevard à Emmanuel Macron pour la présidentielle ? Pour le moment, et il faut toujours avoir le recul, l'élection présidentielle n'a pas lieu aujourd'hui, mais pour le moment, si l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui, oui, bien sûr, la désignation de Benoît Hamon, éventuellement la non-candidature de François Bayrou, seraient des opportunités fortes pour Emmanuel Macron, qui capterait à ce moment-là à la fois centre-gauche, centre-droit, et qui continuerait de capitaliser sur son image du perturbateur, du rénovateur de la politique française. Merci beaucoup Bruno Cotresse d'avoir livré votre analyse sur cette primaire de la gauche. Merci beaucoup Tam pour cette explication en direct. On continue le débat avec vous, Éric Coquerel. On voit bien la tentation de Jean-Luc Mélenchon de se poser en candidat unique de la gauche avec ses appels répétés à demander à ce que le candidat sorti vainqueur de la primaire de la Belle Alliance Populaire se retire de cette campagne pour la présidentielle. Vous y croyez encore à cette possibilité ? On peut espérer qu'à un moment donné, la raison va revenir. Parce que il y a deux choses par rapport à ce qui a été dit. La première chose, sur la question des primaires, il faut le redire. Les primaires, c'était un pari, l'idée d'un bipartisme à l'américaine, et on importe finalement des formes qui sont celles qui sévissent aux États-Unis. Mais là, le bilan, la légitimité, il y a eu un pari, il est raté. Enfin, on ne peut pas dire l'inverse. Au mieux, celui qui va sortir gagnant peut prétendre éventuellement diriger le Parti socialiste, mais chacun sait qu'il n'accédera pas au deuxième tour. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Donc, on comprend bien que ce qui a été longtemps la rente de situation du Parti socialiste, c'est-à-dire de dire nous sommes le vote utile, ce qui fait que 30% des électeurs de François Hollande au premier tour des élections ont hésité jusqu'au bout entre François Hollande et Jean-Luc Mélenchon. Ils n'ont voté que par peur de Marine Le Pen. On avait tellement travaillé là-dessus l'opinion qu'ils ont voté finalement François Hollande. Mais ça, c'est terminé. Donc ça, c'est un changement absolument profond. Donc je crois qu'à partir de là, le Parti socialiste, quel que soit son gagnant, devra prendre ses responsabilités si effectivement il veut être encore utile d'une manière ou d'une autre. Je termine sur une deuxième chose par rapport à ce que disait M. Carrèche. Monsieur Carrèche dit finalement, en caricaturant, il y a la gauche réformiste, la gauche mouvementiste. Bon, c'est comme ça qu'on débat, je crains qu'on n'aille pas très loin. Mais en réalité, l'échec de M. Hollande, le retrait de M. Hollande, et aujourd'hui, l'échec de cette primaire, c'est
du même tonneau. C'est-à-dire que c'est l'échec d'une voie sociale libérale, qui est celle de la troisième voie Blair Clinton, qui sévit depuis des années, qui maintenant vient d'être battue avec Renzi en Italie, qui a été battue avec Clinton aux États-Unis, qui a été battue avec les blairistes, Parti travailliste, qui est battue avec Hollande qui se retire, qui est battue avec Hollande qui se retire. Bon. Et je crois que le Parti socialiste... Alors, Éric Coquerel, vous êtes... Je ne vous ai pas interrompu, monsieur Perret. Rapidement. Je crois que le Parti socialiste, qui était sur cette construction, va maintenant payer les prix. Vivement le suffrage universel, effectivement le débat du suffrage universel, qui fait que nous allons effectivement débattre, parce que ce que je crois, c'est que M. Macron reprend en partie au centre cette idéologie. Pour que tout le monde ait la parole, Éric Coquerel. Mais vous savez, ils ont parlé longuement avant. Donc le Parti socialiste, comme ça, qui domine les débats, je pense que c'est aussi terminé. Donc je conclus. Je disais qu'il va être intéressant de voir un débat, parce qu'effectivement, dans le côté anti-système de M. Macron, eh bien, il y a quelqu'un qui est pro-ubérisation de la société et qui finalement ne se différencie pas sur le point de vue économique beaucoup de M. Fillon. Et je crois que les Français se rendront compte. Vous avez été interpellé. D'abord, j'ai le sentiment parfois que la liquidation du Parti socialiste est quand même un objectif en soi, notamment pour Jean-Luc Mélenchon et ses amis. Donc il faut essayer de sortir de cela. Je vous ai écouté tout à l'heure. De sortir de cela. On n'a même pas besoin pour dire de une chose, c'est que la question de la présence au deuxième tour, elle n'est pas posée qu'au candidat du Parti socialiste. Elle est posée à Jean-Luc Mélenchon, elle est posée à Emmanuel Macron. Bien sûr, mais vous, elle ne vous est même plus posée du tout. À tous les candidats qui sont dans cette situation. Ce qui est vrai, c'est que l'affaiblissement éventuel du Parti socialiste, on verra dimanche prochain, laisserait finalement, et je suis assez d'accord avec l'analyse de M. Coquerel, probablement deux gauches face à face, mais avec effectivement un risque, c'est que ces deux gauches n'arrivent pas à être au deuxième tour de l'élection présidentielle compte tenu de la configuration que nous connaissons aujourd'hui de la vie politique française. Donc la question, c'est pour ça que j'entends ce que vous dites sur le Parti socialiste, mais je pense qu'elle vous est aussi posée. Pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon n'est à aucun moment qualifié pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Christophe Caréchon, on entendait aussi Bruno Cotresse prévoir la synthèse quasiment impossible entre d'un côté Manuel Valls et de l'autre Benoît Hamon. En cas de victoire de Benoît Hamon la semaine prochaine, Manuel Valls se rangera automatiquement derrière Benoît Hamon. Il a signé cette charte, il s'y engage ? Oui, il a signé une charte, donc c'est la règle de la primaire. On sait déjà qu'il y a une certaine hémorragie de parlementaires socialistes vers Emmanuel Macron, justement. Il y a un certain nombre de parlementaires, ils ne sont pas si nombreux que ça d'ailleurs, qui ont rejoint Emmanuel Macron, beaucoup d'ailleurs dès le début, je peux comprendre, mais pour l'instant ce n'est pas la situation. Maintenant, ce qui est vrai, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que si certains veulent poser la clarification de la ligne au sein du Parti socialiste telle qu'elle est posée, je crains que effectivement cette clarification aille au bout de peut-être Fabien Griveaux, je vous donnerai la parole. Fabien Griveaux, qu'est-ce que vous leur dites justement aux électeurs de Manuel Valls si leur candidat n'est pas victorieux la semaine prochaine? Vous leur tendez la main? Qu'est-ce que vous faites? On a un principe très simple, c'est que j'entends beaucoup la gauche parler à la gauche et être très nombriliste. On parle aux Français, on ne parle pas qu'à la gauche. C'est l'élection présidentielle, on n'est pas dans un congrès, ni les uns ni les autres. Deuxième chose, quand j'entends Jean-Luc Mélenchon appeler au rassemblement, je pense que le Parti socialiste a compris que c'est pas le rassemblement qu'il veut, il veut tuer le Parti socialiste. Il est dans la confrontation, dans la division et dans la fragmentation de la vie politique. Il n'a pas utilisé ces termes-là. On est dans un exercice de rassemblement et pas dans un autre exercice si on veut conduire les rênes de la nation, et Jean-Luc Mélenchon devrait l'apprendre. Oui, mais n'attribuez pas à M. Mélenchon des propos qu'il n'a pas tenus. Vous faites de la communication, mais allez-y. Non, mais je ne vous ai pas interrompu. Allez-y, Fabien Griveaux, allez-y. Laissez-moi terminer. Il y a cette courtoisie, je sais que je n'ai pas votre expérience, donc souffrez que la jeunesse... Nous n'avons jamais appelé au rassemblement de la gauche. Voilà, merci. Donc, partant de là, je ne vois pas comment vous pouvez, à l'issue de ça, rassembler les deux positions qui sont exprimées ce soir sur le plateau, manifestement, entre Manuel Valls et Benoît Hamon. Sur le fond, il y a des vraies différences, et y compris après, dans une hypothétique... victoire par exemple de Benoît Hamon avec Jean-Luc Mélenchon. Tout ça me paraît quand même très compliqué, à la fois sur le fond, ils ne sont pas d'accord, on est sur la question européenne, on pourrait parler par exemple de position sur la Russie, je ne suis pas certain que Benoît Hamon ou Manuel Valls partagent les positions de Jean-Luc Mélenchon sur la Russie, sur la qualification des crimes de guerre à Alep par exemple, je sais que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec cette question, et donc partant de là, l'idée de dire qu'il y a une disparition programmée du Parti socialiste, très franchement, ce n'est pas notre débat. Nous, notre sujet, c'est de parler aux Français et pas simplement aux électeurs de gauche. C'est ce qu'on essaie de faire depuis le 6 avril dernier. Là encore, j'ai l'impression qu'on s'enferme dans des logiques d'appareils et de petites boutiques, là où l'enjeu est important pour beaucoup de nos concitoyens. Enfin, moi, je fais partie des élus, je suis conseillère régionale, et donc voilà, on est confronté aussi au mécontentement depuis plusieurs mois, même plusieurs années, et donc c'est à eux qu'il faut apporter une réponse. Et quand je dis qu'on parle à la gauche, c'est aussi parce qu'on a besoin
de rassembler ce camp avant de rassembler la France. Et donc, si on arrivait à franchir la première étape qui consiste à désigner un candidat à l'issue de cette primaire, non pas en affrontant, en confrontant, comme M. Carrèche l'a dit tout à l'heure, une vision réaliste et une vision utopiste, laissant entendre que le réalisme, ce serait le renoncement à nos idéaux, à nos objectifs politiques. Est-ce que vous ne représentez pas finalement, et notamment Benoît Hamon, cette gauche d'opposition contre une gauche de gouvernement? Je rappelle que Benoît Hamon a été membre d'un gouvernement. Je rappelle qu'il a fait voter des lois qui ont été des lois de progrès, notamment sur l'économie sociale et solidaire, notamment sur les questions de consommation, qui ont par exemple interdit que puisse être mis en vente du bisphénol A, qui est très dangereux pour les enfants. Voilà, ce type de combat qu'il faut remettre au cœur de nos programmes et de nos objectifs politiques. Moi, je préférerais qu'on parle de fond, je préférerais qu'on parle du revenu universel d'existence, qui va concerner d'abord les jeunes, puisque c'est très sympathique de dire que c'est irréalisable, mais on a pu faire le CICE et débloquer 40 milliards d'euros pour les entreprises. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire en 2018 la première étape du revenu universel d'existence qui concernera les jeunes de 18 à 25 ans qui toucheront un revenu de 600 €, et les bénéficiaires du RSA, ceux qui sont éligibles et qui ne le touchent pas aujourd'hui. Ça représente une somme de 45 milliards d'euros face au CICE qui n'a pas créé d'emplois et qui nous a coûté 40 milliards d'euros. Je pense que c'est comme ça qu'on s'inscrit dans une logique de progrès social. Christophe Carrèche, ensuite je vous donnerai la parole, Éric Coquerel. Non mais la situation de la France, c'est quoi? C'est un pays qui est en déclin économique, qui a besoin de se redresser. Un certain nombre de choses ont été faites durant ces 5 dernières années, mais qui sont très insuffisantes. Donc le discours qui consiste à parler de propositions qui n'ont aucune réalité, en tous les cas à court terme, est un discours de diversion. Il faut dire la vérité aux Français. La situation de ce pays n'est pas bonne. Ils le savent d'ailleurs parce qu'ils le vivent. Donc il faut essayer de le redresser. Il faut essayer de trouver des solutions qui soient immédiatement praticables et qui permettent à ce pays de retrouver une économie forte. À ce pays, effectivement, et c'est le grand enjeu de la social-démocratie, de faire ce qu'on appelle la flexi-sécurité, comme tous les pays du nord de l'Europe l'ont fait, d'ailleurs avec des sociodémocrates. Ça, c'est le projet de la gauche, c'est le projet de la social-démocratie. C'est pas de faire un revenu universel auquel personne ne croit aujourd'hui. Même pas les partisans de Jean-Luc Mélenchon. Vous n'y croyez pas, mais visiblement, même pas les partisans de Jean-Luc Mélenchon. Il y a des propositions très sympathiques, mais qui font diversion. Et la question est de savoir si le Parti socialiste va s'occuper des sujets qui sont les vrais sujets aujourd'hui de la présidentielle, ou si on va parler d'autre chose. Ce n'est pas les élites qui vous trancheront, aussi, vous dénoncez ce revenu universel, cette proposition phare, on en a beaucoup parlé de Benoît Hamon. Vous dites que c'est une escroquerie, c'est ça? On n'a pas utilisé ce terme-là. On nous prête depuis tout à l'heure beaucoup de termes. Non, on le dénonce non pas pour les mêmes raisons que M. Valls, parce que ça coûterait trop cher, je ne sais quoi. C'est que simplement ça part d'un principe avec lequel nous ne sommes pas d'accord. C'est l'idée que finalement aujourd'hui il y aurait une masse incompressible de gens qui ne peuvent plus travailler. Très bien. Voilà, nous pensons, nous sommes pour la réduction du temps de travail, et nous pensons que c'est une idée finalement très libérale qui consiste à donner à tout le monde un RSA et à mettre de côté le fait que non, au contraire, nous pensons que tout le monde peut travailler à travers la réduction du travail. Et bien sûr, avec des revenus suffisants, il faut s'occuper de l'extrême pauvreté. Mais ce n'est pas la même chose qu'un revenu universel. Mais si, c'est la même logique. Non, c'est pas la même. Ça, c'est éventuellement, c'est le salaire à vie trio, mais c'est pas la même logique. Donc voilà un désaccord que nous avons avec Benoît Hamon sur ce point, et qui finalement ne remet pas en question. Mais ça, c'est assez vrai de la plupart des candidats qui participaient à ce primaire, ne remet pas en question la politique que défendent y compris le représentant de M. Macron, excusez-moi, j'ai oublié votre nom. Mais Benjamin Griveaux. Et M. Carrèche, c'est-à-dire l'idée que finalement ce qui ne va pas, c'est le prix du travail. Voilà, ce qui ne va pas depuis des années, ce qu'il faudrait réduire sans arrêt, c'est le prix du travail, au profit finalement de la finance, du capital, qui, évoluant finalement comme elle le souhaite, pourrait enrichir la société. Tout ça, ça a échoué. Et ce en quoi les sociolibéraux ont échoué depuis 30 ans, c'est qu'on voit que ça procure un record historique du chômage en Europe et en France, et c'est avec ça qu'il faut rompre. Et je crois que ce qui va être intéressant dans le débat qui va venir dans une semaine, vivement ce débat, c'est qu'on va pouvoir justement, effectivement, discuter de contenu. Vous me permettrez d'avoir ici la légitimité du seul représentant d'un candidat qui n'a ni soutenu, ni été au gouvernement depuis 5 ans. Donc nous ne sommes pas comptables du bilan. Et je crois que ce bilan, oui, mais on parle du bilan depuis 5 ans, et ce bilan de ce gouvernement, le problème, c'est qu'il a accompagné finalement la même politique que Nicolas Sarkozy, et c'est avec cela qu'il faut rompre. Et là, très franchement, en dehors de Jean-Luc Mélenchon, il faudra me dire quel est le candidat aujourd'hui. Emmanuel Macron est aussi comptable du quinquennat, du bilan de François Hollande, de Fabien Griveaux.
Moi, c'est Benjamin, mais Oui, pardon, Benjamin Emmanuel Macron, il l'a dit, il assume la totalité de ce qu'il a fait comme ministre. Il fait pas partie de ceux qui se retourneront et cracheront dans la soupe. Il a été conseiller pendant 2 ans. J'ai été moi-même conseiller. Voilà, nous, on n'a pas de mandat politique, les conseillers. Donc, on donne des conseils, ils sont suivis ou ils ne sont pas suivis. En revanche, de ce qu'il a fait comme ministre, il assume la totalité de ce qu'il a porté dans la loi Macron, notamment, de ce qu'il n'a pas pu porter dans la loi Macron 2, la fameuse loi Noé. Mais il assume évidemment la totalité de ce qu'il a fait. On voit bien que la gauche de gouvernement pourrait refuser de suivre Benoît Hamon en cas de victoire dimanche prochain. Il y a cette filiation rocardienne entre Manuel Valls et Emmanuel Macron. Il y a une compatibilité. Je l'ai connu très rocardien. Pardon ? Oui, il y a une compatibilité entre les deux hommes. Non mais, vous savez, nous, on a vocation à engager le camp des progressistes. Et donc, ceux qui se retrouveront dans ce que Emmanuel Macron définit comme le progressisme, sur l'ensemble de l'arc républicain, seront les bienvenus. Nous avons eu des ralliements de personnalités issues de la société civile, issues des rangs de la droite modérée, du centre, de l'UDI, des radicaux, des socialistes. Et donc ceux qui se reconnaîtront dans ce qu'il a appelé le contrat avec la nation, qu'il présentera fin février, eh bien, seront les bienvenus pour mener cette campagne. Eh bien, merci Benjamin Griveaux, merci Ella Kribi, merci Christophe Caresche, merci Éric Coquerel d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité politique et parlementaire, c'est à 22h avec Sonia Mabrouk et son émission On va plus loin. D'ici là, bonne soirée à tous et à demain 16h30.